Euh, je commence juste, donc bonjour tout le monde, enchantée de vous voir tous présents ici, ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver en cours de route. Nous sommes Patrice Nadan et Mélanie Fenard, nous sommes deux enseignants et nous appartenons au collectif Scape, lié au site scape.np.fr qui a été créé justement par Patrice, qui se présentera juste après peut-être. Donc moi, juste pour situer, je suis professeure de SVT dans l'Académie de Versailles. Et des escape games, j'en fais depuis 2-3 ans, et notamment des escape games virtuels et semi-virtuels. Et alors, j'utilise pas mal l'outil Geniali pour plein d'autres choses aussi. Donc voilà, en ce qui me concerne. Je vais laisser la parole pour l'instant à Patrice, puis après j'expliquerai juste comment on va s'organiser pour ce webinaire. Ok, merci. Bonjour à tous. Je vais couper le son de tout le monde parce que j'entends des échos. Donc je suis Patrice Nadan. Comme a dit Mélanie, j'ai monté Escape il y a quelques années suite en fin de compte à une formation. C'est-à-dire qu'en 2015, on avait fait un premier escape game avec une collègue de l'académie pour découvrir les outils numériques. Ça s'appelait Enigma. Et l'année suivante, j'ai proposé de faire une formation donc, au PAF de Créteil. Suite à cette formation, à ce stage, j'ai ouvert en fin de compte une sorte de blog à l'époque pour récupérer, référencer les ressources des collègues. En réalité, les stagiaires m'ont pas tellement envoyé leurs documents, ça a été un peu plus difficile à récupérer leurs documents, j'ai dû en avoir un ou deux, mais ça s'est ouvert assez rapidement à tout le monde, et donc Scape est né de cette façon-là. Du point de vue des escape games numériques, je suis pas très fan des escape games numériques, mais avec le confinement, il a bien fallu. Et Geniali, je m'y suis mis vraiment sérieusement pendant le confinement. Et suite à ça, on a développé les petits outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je tiens à dire simplement qu'aujourd'hui, je vais simplement présenter les outils et leur fonctionnement, voir un petit peu faire attention à certains points importants. Mais il va absolument pas être question du code. Pitié, ne me posez pas de questions de code aujourd'hui. C'est pas l'histoire qu'on veut être secret ou caché comme ça a été dit la dernière fois. On fera des présentations. L'idée surtout, c'est qu'on essaye de vous développer des outils pour vous faciliter la vie, pour vous permettre en fait d'ajouter des fonctionnalités qui manquent à Geniali. Et l'idée d'avoir du code, c'est pas le but du jeu. C'est pas l'objectif de faire découvrir le JavaScript à tout le monde, mais bien voir que l'idée, c'est quand même de vous proposer des outils quasiment clés en main pour permettre de faciliter un petit peu la création, principalement des escape games, parce que c'est quand même dans cet objectif-là, mais en fin de compte, c'est vrai que les outils qu'on vous propose peuvent être également utilisés pour des exerciceurs. Et souvent, les demandes qui me sont faites sont des demandes liées aux exerciceurs, alors que c'est pas le but initial, en fin de compte, de ces outils, de ces extensions, on va appeler plutôt extensions qu'outils. Mélanie, si tu veux reprendre la parole, tu ouvres ton micro et tu... Ouais. Voilà, alors bonjour à ceux qui viennent juste d'arriver, hein, je vais passer Céline par exemple. Donc oui, alors là, comment ça va s'organiser? L'objectif, ça va être que ça dure pas 2 heures comme la dernière fois, donc c'est pour ça que justement, là, on parle pas du code aujourd'hui, donc on espère que ça va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est surtout Patrice qui va expliquer, puisque c'est lui le créateur de ces petits bouts de code qui vous permettent de faire des choses assez sympas avec Geniali. Moi, je vais surtout surveiller le chat et relever les questions, de temps en temps éventuellement intervenir et puis vous donner un exemple de ce que j'ai pu faire moi, notamment avec le DND. Et puis voilà. Donc si ça vous va, moi ça me va. Et donc je vais laisser Patrice commencer. Alors il y a pas mal de monde de l'équipe Skype finalement présent ici. Donc peut-être qu'ils vous répondront d'ailleurs dans le chat. Ça c'est voilà, si vous vous répondez dans le chat, c'est très bien. Je relèverai quand même les questions, comme ça nous permettra d'avoir une petite FAQ éventuellement à proposer après. Voilà. On va commencer avec celui qui a été un peu... Alors c'est pas le premier, parce qu'en fin de compte, il y a eu quelques petits outils que certains n'ont même pas vu d'ailleurs, mais c'est celui qui remporte le plus de succès, on va dire, et qui me pose presque le plus de problèmes, parce que je suis presque en train de me dire qu'il va falloir le faire évoluer assez rapidement, en fait, autrement. Donc là, l'idée, c'est le DND, donc le drag and drop. Vous excuserez toujours mon anglais, habituellement. Et donc, le drag and drop, c'est tout simplement un outil qui vous permet de faire glisser un objet sur une cible et de faire apparaître un troisième objet. Donc ça, c'est vraiment le principe. Et les différentes versions de drag and drop qu'il peut y avoir
sont basés vraiment sur le même système. Donc on va voir un peu comment il fonctionne, en sachant que là, celui que je viens de vous montrer, c'est vraiment la toute première version, et qu'en réalité, la version a déjà évolué, puisque la semaine dernière, j'avais proposé ce drag and drop là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul mode d'affichage, il va y avoir plusieurs modes d'affichage. Maintenant, il y a 4 réactions possibles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement un affichage d'un seul objet, on peut faire afficher les 4 objets, enfin les 4 réactions peuvent coexister, mais l'idée c'est qu'en fin de compte vous en avez 2 qui sont des on-off, ici et ici, qui sont visibles quand on affiche la page et qui disparaissent, et on a 2 autres qui sont off-on, qui sont en fin de compte invisibles et qui vont apparaître. À une distinction près, c'est que ce soit le on-off et le off-on, on a des éléments qui vont apparaître perpétuellement et disparaître perpétuellement, alors que d'autres, ils vont réagir qu'une seule fois. Parce que ça a été une demande, justement, c'est qu'en fin de compte, dans les manipulations que j'avais faites, j'avais fini par bloquer le système, c'est-à-dire quand on ouvrait, quand on survolait, l'objet apparaissait une seule fois et restait affiché définitivement, et certains voulaient qu'il redisparaisse par la suite. Donc là, j'ai mis la cible et l'objet mobile, c'est pas grave, ça revient au même. Mais vous voyez qu'ici, le on-off, il est visible quand les objets ne sont pas l'un sur l'autre. Quand on le met l'un sur l'autre, il disparaît. Et le on-off simple réapparaît. Alors que le on-off 1, qui était ici, a disparu définitivement. Et même chose pour le off-on. Il y en a un qui est apparu définitivement, et il y en a un autre qui fait alternativement, j'apparais, je disparais, etc., etc. Alors pour la construction, c'est très simple. Hop, voilà. J'ai préparé déjà mes objets, donc je vais simplement, l'idée, c'est de réussir à associer, de grouper en fin de compte le petit code, parce que ça c'est du petit code objet, avec un élément de skate, un élément de Geniali, excusez-moi. Donc là je le groupe, hop, ça je vais retirer sinon ça va pas arrêter de m'embêter. Et pareil pour la cible. Et vous avez 4 modes d'affichage, donc en fonction de celui que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre les 4. Hop, on va le sélectionner. On va prendre celui-là, le off-on, c'est-à-dire qu'il est éteint au départ et il va s'ouvrir au survol. Je le groupe. Et normalement, ma réaction est prête. Pas oublier, alors moi c'est déjà le cas puisque je voulais que ça marche, pas oublier d'activer le glisser des éléments. Ça, on a eu encore le cas ce matin, quelqu'un qui disait que ça ne marchait plus en recopiant son Geniali. Donc pas oublier de l'activer pour pouvoir faire le glissement des éléments. Ces éléments, vous pouvez tout à fait les bloquer. Je vais bloquer par exemple la cible, donc il ne pourra plus être bougé. Et pareil, sur cet élément, je vais pas le bloquer tout de suite, je vais d'abord faire quelque chose. Je peux très bien mettre une action qui va être, pas un lien, je vais faire une page, on va aller à la page suivante, hop, sauvegarde. Donc ça va marcher, et je peux même le bloquer après, c'est pas de problème. Pareil, c'était une question qui nous a été faite la semaine dernière. On peut également ajouter des animations. Moi, je suis pas fan des animations, mais on peut les ajouter. Et justement, dans la dernière présentation, je m'amuse à faire une roue qui tourne, un petit engrenage qui tourne. On peut très bien faire des petits effets assez marrants à ce niveau-là. Donc, je teste celui que je viens de créer. Donc, mon triangle a bien disparu, donc ça marche bien. Et quand je glisse mon objet sur la cible, il apparaît. Alors, vous voyez qu'on a une certaine imprécision, puisqu'en fin de compte, comme j'ai laissé les mots objet et cible, on a des zones de contact qui sont assez importantes. En plus, faire attention à quelque chose, je ne sais pas si c'est le cas là, je pense que c'est le cas, puisque j'ai regroupé la cible après l'objet. Ma cible est sur mon objet. Ça serait mieux si je changeais la couleur, on va voir tout de suite. Je vais changer la couleur de ma cible, un petit rouge. Les objets sont toujours groupés, je vais le bloquer. Et donc, je pense que mon objet est sous ma cible. Et ça peut poser un problème ou ça peut être un effet recherché. Donc là, ça peut être un effet visuel recherché. Mais ça peut être également un problème parce que vous pouvez avoir votre objet qui va être ici inaccessible. On ne pourra plus le ressaisir, on ne pourra plus le reprendre. D'accord. Non, mais juste quelqu'un qui demande si on peut dupliquer les on-off. Non, les on-off, non.
puisque alors je vais essayer de changer ça justement et pareil pour je vais en fin de compte essayer de revoir tout ce drag and drop pour que ça soit possible de dupliquer, parce que souvent on me dit mais comment on fait pour mettre plusieurs objets sur une même cible, etc., etc. Et surtout, et c'est surtout ça que j'aimerais faire, je l'ai fait pour quelqu'un en dépannage, mais c'était pas beau d'ailleurs, le code n'était pas beau, mais ils avaient le choix entre deux objets, c'est-à-dire c'était les lettres d'un mot à écrire, et donc il y avait le mot vendredi à un moment qui apparaissait, et donc il y a deux D et deux E, et donc le E pouvait être en première ligne ou en deuxième ligne, et donc il fallait qu'il y ait un choix. Donc je vais essayer de m'arranger que le code permette de le faire. Pareil pour les on-off, on peut pas les dupliquer, on peut mettre les quatre, parce qu'ils ont en fin de compte des noms différents, si vous voulez, ils ont un identifiant différent, et c'est cet identifiant qui va permettre de dire tu fais telle action sur cet objet-là, sur cet élément-là. Donc si on les duplique, deux objets auront le même identifiant, et ça va provoquer des conflits, ça ne marchera pas. Ça c'est évident. Donc je m'arrangerai, on peut le faire, le code sera un peu plus long, mais je pense que j'arriverai à un moment ou à un autre à faire ce système-là pour qu'on puisse le dupliquer, que ça soit à volonté, et même à la limite ce jour-là, le DNDX, le DND10, etc. disparaîtront parce qu'on aura un DND qu'on pourra multiplier à volonté. Autre chose, autre question? Non, c'est bon? Bientôt il nous le fera, oui, merci. Merci Delphine. Pour vous montrer quand même que ça marche au niveau du lien. Non, Patrice, t'as pas entendu ma question. Juste au-dessus, il y a quelqu'un qui demande pour les A dans le DND10, est-ce que c'est pareil? Pour les A dans le DND10, c'est la même chose, on peut pas les dupliquer pour l'instant. Ouais. Alors première évolution, je pense, ça va être que je vais faire du on-off également dans le DND10, ça c'est évident. Ça va être assez rapide en fait. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment changer tout le code pour que les objets, à la limite, que dans la page, il y ait un objet, une cible et un truc d'affichage, et qu'on puisse dupliquer ces éléments-là. Parce que j'ai trouvé un système pour d'autres outils, d'autres extensions, et je vais essayer de l'appliquer. C'est un peu plus complexe, parce que comme je vous disais, il y a vraiment, ici, j'ai cet objet-là qui va réagir avec cet objet-là, qui va afficher tel objet et pas un autre. C'est-à-dire, ils sont vraiment identifiés. Mais on peut essayer de faire une boucle qui va chercher un petit peu les éléments. J'essaierai. Et donc, pour vous montrer que ça marche, c'est que mon objet est apparu, et je peux donc cliquer dessus, hop, pour arriver à ma page suivante. Donc, un objet peut être cliquable. Pareil, je mettrai peut-être une option pour qu'on puisse aller à une page spécifique automatiquement. Dernière chose au niveau du DND, avec la nouvelle version, la reconnaissance ne se fait plus sur l'angle supérieur gauche de l'objet, c'est vraiment le centre de l'objet qui est détecté. Par contre, j'ai gardé toute la surface de la cible pour détecter la présence de l'objet. C'est-à-dire que si vous voulez jouer sur la précision, il est inutile de rentrer une valeur ou quoi que ce soit, c'est simplement la surface de votre cible qui va définir cette précision. Si ici cette surface est très très grande, dès que je vais mettre mon carré rose sur le bleu et que la moitié est déjà dans le bleu un petit peu, ça va fonctionner. Là ça fonctionne. Okay. Si par contre je fais un carré comme c'était le cas tout à l'heure, tout petit, il va falloir être beaucoup plus précis. On verra bien. Il faudra vraiment être beaucoup plus précis pour placer mon centre sur mon petit carré bleu. Enfin, sous mon petit carré bleu, je suis en dessous. Et dès que je suis un petit peu décalé, la réaction ne se fait pas. Donc là, on va jouer sur la taille de l'objet pour jouer sur la précision, en fin de compte, du DND. Bon, question, pas de question? Je te fais confiance. Alors, donc quelqu'un a été un petit peu perdu entre toutes les versions du DND. Donc le DND simple, comme là ce qu'on voit, finalement, c'est pour avoir, avec un objet et une cible, faire apparaître une seule chose, ou disparaître une seule chose. Mais techniquement, finalement, il y a qu'une seule action. Le DND10, ça va permettre, en fait, qui va en fait jusqu'à 51, et donc là, c'est Patrice qui va en parler. Là, vous pourrez faire dans la même diapo jusqu'à 51 associations, donc qui vont faire à la fin apparaître une seule chose. Ça, Patrice? Oui, on est tous d'accord? je t'écoute. Ouais. Voilà. Donc en fait, on peut avoir plein d'associations à faire, et seulement une fois que, je sais pas, les 10 associations sont bonnes, alors là, on verra apparaître quelque chose. Un feedback, par exemple, disant bravo, tout est bien. Le DNDX, là, par contre, c'est à chaque
association bonne, apparaîtra quelque chose. Autrement dit, alors on avait déjà parlé, on pourra le redire après, mais sinon d'un point de vue pédagogique, si on veut, la différence surtout entre le DND10 et le DNDX, c'est que dans le DND10, on fait plein d'associations et le feedback, on l'a vraiment que quand tout est bon. Donc par exemple, pour une évaluation, c'est pas mal. Alors, on va dire quelque chose d'un peu évaluatif, entre guillemets, même si bon, ça ne veut pas forcément dire mettre des notes. Mais donc on aura vraiment le résultat que à la fin, quand on saura si, quand tout sera bon. Tandis que le DNDX, à chaque fois que quelque chose sera bon, il y aura un feedback. Donc on peut par exemple à chaque association dire bravo, là c'est réussi. Et donc là on est plus dans le formatif. À chaque fois que c'est bon, il y a un feedback. Ça va la différence DND10 et DNDX? C'est tout à fait ça. On va revenir de toute façon dessus. Si vous voulez, l'idée, c'est qu'en fin de compte, dès que le DND est sorti, on m'a dit, mais on peut pas en mettre plusieurs objets. Donc le DND 10 est sorti, c'est-à-dire que là, voilà, on avait la possibilité de faire plusieurs associations. Mais je conservais un feedback. Moi, personnellement, c'est le feedback global que je préfère à ce niveau-là. Et tout de suite après, on m'a demandé s'il n'était pas possible de faire pour chaque association de multiplier autant de fois mon DND. En fin de compte, c'était ça. C'est-à-dire que le DND simple était multiplié X fois. Et c'est le cas ici. X association donne, X association donne X réaction. C'est ça. Bon, par la suite, l'idée, c'est quand même de les fusionner, ces trois éléments, c'est-à-dire de réussir à avoir un seul DND qu'on pourra dupliquer et multiplier. Alors, j'en profite quand même, parce que je les ai préparés pour vous montrer ce qu'on peut faire. Là, c'est un collègue, d'ailleurs, je crois qu'il doit être présent, David, qui a fait pour une formation un petit parcours, un petit escape game. Donc ici, on a, alors ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous présenter, mais on a une superposition en jouant sur la transparence qui existe dans Geniali. Il a créé donc la possibilité de superposer des calques pour obtenir le mot énigme. Et en fin de compte, vous allez avoir le DND simple, c'est un DND, qui est ici et qui va permettre en fin de compte de déclencher l'apparition de l'allumage de la tablette. Et quand je clique dessus, ben, j'arrive à une nouvelle page, je fais un lien vers une nouvelle page, et cette nouvelle page, en fin de compte, c'est tout simplement une page avec dedans un quiz. On va parler du quiz tout à l'heure, qui sert de mot de passe. Donc le mot de passe, c'est énigme. Même pas si j'ai mis toutes les pages, tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ça marche, voilà. Et après, on a un petit bouton pour continuer le jeu. Donc ça, c'est une utilisation dans un escape game, par exemple. Une autre utilisation, toujours dans la même réalisation. Vous avez ici un petit personnage, donc ça c'est une animation, c'est le truc classique. Vous avez un petit personnage qui est apparu, et c'est ce personnage qu'il faut déplacer. Et là, on va avoir une zone qui va reconnaître sa position, qui va déclencher l'apparition tout simplement de la bulle qui est cliquable. Donc je clique et puis après on va plus loin. En sachant ici que on a quelque chose en plus, une extension en plus, qui est le Y ou X, le Yux, si vous préférez, qui va m'empêcher en fin de compte de me faire voler mon personnage. Alors il y a une petite vibration, mais je suis bloqué pour un déplacement horizontal. Alors j'avais même imaginé de mettre à la fin une autre cible où il dirait autre chose, mais où est-ce qu'il va ce couillon, etc., etc. Voilà. Pas de questions, c'est bon, je continue. Le DND 10, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais supprimer ça. La poubelle, elle est là. J'ai des petits soucis avec ma souris qui glisse beaucoup, qui glisse mal. Donc le DND 10, c'est ce que vous disait Mélanie tout à l'heure. Ça vous permet tout simplement, je vais en prendre que 2, je vais pas me fatiguer. Soucis avec la souris, beaucoup de soucis. Hop, ça sera mieux avec mon pad, tant pis. Donc ça va vous permettre en fait d'associer plusieurs objets à plusieurs cibles, mais ça va vous déclencher une seule réaction. Donc ici je vais changer un petit peu, je vais chercher des images, un petit cochon, c'est celui qu'on reconnaît un peu partout parce que c'est l'une des premières images. Donc c'est ça qui va apparaître, je vais faire apparaître mon petit cochon. Je le groupe. Alors vous voyez que vous avez un message d'erreur qui apparaît. Ne vous inquiétez pas, même quand vous tapez du code, vous pouvez avoir des messages d'erreur qui apparaissent. Ça signifie deux choses, soit que le code
il manque quelque chose dans le code, il y a une erreur, donc là, ça ne marchera pas, ça c'est évident. Ou soit tout simplement, c'est que dans la page, il y a une référence qui n'existe pas encore. Là, c'est le cas, puisqu'en fin de compte, il va falloir que j'affiche le nombre d'objets que j'ai choisi, le nombre d'objets que je prends, en fait. Donc, comme je l'ai pas encore défini, j'ai ce message d'erreur. De même, vous pouvez avoir un message d'erreur qui va apparaître dans l'éditeur, parce que dans l'éditeur, ça va se comporter autrement, différemment qu'en visualisation. Et à ce moment-là, c'est pas grave non plus. Ça marchera quand vous serez en visualisation. Je vais prendre des formes, encore une fois, on va changer un petit peu, pour vous montrer que ça marche avec tous les objets, en fin de compte, de Geniali. Sélection. Alors, je ne me fatigue pas, Mélanie vous montrera, elle, qu'elle se fatigue un petit peu plus. Moi, je ne me fatigue pas, en fin de compte, je les cache pas ou je les cache derrière l'objet. Là, on va voir l'élément, hein, mais c'est pas grave. On va mettre une forme ici. La garde massive, il va falloir mettre le rond sur le rond. J'ai trouvé quand même un objectif pédagogique derrière. Ne pas oublier de grouper. Si vous ne groupez pas, ça ne marchera pas. J'ai eu des choses, d'ailleurs, des petites surprises parfois. Je vais pas dire une petite trousse de secours ici. Alors, si je veux cacher, on va quand même jouer là-dessus. Si je veux cacher, je peux cacher derrière l'objet. Je peux ajouter aussi un élément, puisque j'ai un élément transparent ici. Donc, je vais prendre une autre forme. Ça veut dire que je peux le grouper avec plusieurs objets, hein, plusieurs éléments de Geniali. Donc là, j'ai caché mon objet derrière. Et je vais le faire derrière, j'ai dit, donc je vais le mettre devant. Hop. Donc on peut jouer avec des couches, avec des objets dessus-dessous. Ou je peux, pas faire encore, celui-là je vais le supprimer. Je peux également sélectionner mon élément et puis le rendre transparent. Pas le rendre totalement transparent pour les démos, ça on pourra le voir. Donc il est ici, je peux le rendre totalement transparent, et comme ça il peut être dessous, c'est pas gênant. Et à ce moment-là, on va cacher l'objet de cette façon. Donc pas oublier de le grouper également. On prend un rectangle, on associe les formes. D'ailleurs, Mélanie vous expliquera pourquoi il est peut-être même des fois préférable de les rendre transparents. On le fera tout à l'heure. Donc là, ce qui va me manquer, c'est d'indiquer, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, d'indiquer le nombre d'objets que j'ai choisis. On pourra peut-être par la suite de le faire automatiquement, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'objets qui sont associés, on saura combien d'objets sont dans la page. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant, c'est d'avoir un petit script à rajouter. Donc pour cela, je vais dans Insérer autre. En fin de compte, tous les codes, hein, tout ça, ça a été rentré de cette manière-là. Hein. Et donc, je vais aller chercher, je vais taper mon code, hop, sélectionner, CTRL-C, je vais ici, je le colle, et pas oublier bien sûr de remplacer le X par le nombre. J'ai ici, d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai ici deux objets, et je vais donc indiquer que j'ai X égale 2, donc je mets un 2 à la place de X. J'insère, j'ai mon petit 2 qui est là, et une contrainte que j'ai oubliée, c'était bête, c'est qu'en fin de compte, mon 2, il faut que je l'associe avec mon objet qui doit apparaître et mon A. Donc ces trois éléments, je vais les grouper ensemble. Alors je pense que si je me groupe le 2 avec autre chose, ça devrait marcher aussi, mais enfin l'idée c'était de sélectionner cet objet comme ça, on était tranquille, il était caché en même. Et donc là théoriquement j'ai tous les éléments, ça j'en ai plus besoin, je peux le cacher ou le virer, je pourrais même tout supprimer. D'ailleurs je conseille aux gens de supprimer toutes les cibles, les objets qu'ils n'ont pas utilisés, ça permet d'alléger la page en fait. Et je vais tester tout de suite. Mon petit cochon doit disparaître. Il a disparu. C'est formidable. Si je mets la terre sur le rectangle, ça ne marche pas. Je vais les faire dépasser parce que j'ai l'impression que la terre est en dessous, bien sûr. Oui. Hop. Par contre, si je mets la trousse de secours ici et la terre ici, j'ai mon petit cochon qui apparaît. Ok. Donc là, on a bien un feedback général, un feedback global. J'ai une seule réponse à l'ensemble des éléments. Alors, on peut le faire bien sûr par erreur, hein. C'est erreur, si c'est pas celui-là, ça sera l'autre, etc., etc. Mais ça veut dire que si vous avez vraiment une cinquantaine d'objets, pour trouver la bonne combinaison, c'est relativement difficile. Question sur le DND10, pas de questions. Mélanie?
Non, j'ai pas vu trop de questions. Alors, il y a des petits conseils, enfin, je pense qu'on va en reparler quand je montrerai mon antibiogramme, donc sur soit la transparence, soit mettre au-dessus, soit mettre en dessous. Généralement, en effet, on met plutôt les objets au premier plan parce que ça va sur la cible, mais en fait, ça va dépendre énormément des scénarios. Mais c'est Mm. vrai que c'est plus logique généralement de mettre les objets et de fixer par contre les cibles. C'est-à-dire que là, tu pourrais peut-être Je, montrer que je tout vais le bouge. faire, voilà. Je vais Ouais. Oui, oui, c'est le cas. En fin de compte, tout bouge. Et puis, comme celui-là, ça a été le dernier groupe, celui-là, ça a été le dernier groupe, il est surtout, en fin de compte. Donc, si je veux arranger les choses pour que ça soit tout propre, je vais d'abord sélectionner mes deux objets que je vais mettre rangés au premier plan. Donc là, ils sont tous les deux au premier plan. Ces deux objets ici, je vais tout simplement les figer, les grouper pour pas qu'ils, enfin pas les grouper surtout, les figer pour pas qu'ils bougent. Et c'est surtout important quand vous faites des cibles transparentes, Oui, parce que même des cibles transparentes, ça peut bouger et du coup, bah, on comprend plus rien et ça, voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous vouliez faire. Donc voilà, c'est important de fixer les cibles. ça a été le cas. Il y a quelqu'un qui m'avait passé une carte et ça ne marchait pas. Il y avait quelqu'un qui avait testé sur Internet Explorer et qui m'avait dit ça marche pas sur Internet Explorer. Mais c'était tout simplement la cible qui avait bougé. Et comme c'était une zone transparente, la personne qui avait testé n'avait pas observé, n'avait pas vu que la cible bougeait. Et donc de ce fait, c'est sûr que ça ne pouvait plus marcher parce qu'en positionnant l'objet, on va le faire une démo en faisant une pseudo-transparence. Et on va dire qu'ici, c'est ma zone qui est complètement transparente. Si dans le jeu, par hasard, ou dans le test, vous déplacez ça pour une raison X ou Y, ce qui peut arriver hein, des fois, parce qu'en plus il est sur le dessus, vous avez amené ça, cet objet-là, puis en fin de compte vous l'avez déplacé par inadvertance, bah là vous n'avez plus la zone cible recherchée, et donc ça ne marchera plus jamais. Quoi. Ça ne pourra pas marcher. En Donc il y réalité, a quelqu'un qui demande quelles peuvent être les raisons pour lesquelles l'objet A est là dès le début alors que la liaison OC n'est pas faite. alors, Alors c'est soit plusieurs parce sont que en le train de X, répondre, mais oui. Mm. ouais, soit parce que le X ne marche pas, le X, vous n'avez pas défini le X, soit ou parce que vous avez oublié de grouper quelque chose. Théoriquement, là, si je dégroupe, mon cochon, il va être là dès le début. Voilà. Si j'oublie, on va voir tout de suite si je ne groupe que les deux. Ça fait longtemps, je n'ai pas testé, mais on va voir. Je pense que si je ne groupe pas le 2, ça devrait pas marcher non plus, s'il manque le chiffre aussi. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment parce que il y a un oubli. J'ai pas vu de cas lié au fonctionnement, si vous voulez. C'est quand on commence à coupler des objets avec, enfin les DNDX avec le DNDX, etc., qu'on obtient des résultats un peu bizarres et que ça ne marche pas ou que ça clignote. Là, le dernier, je vous parlais du mot vendredi tout à l'heure, j'étais pas très satisfait parce qu'en fin de compte, ça clignote si on met le E à une autre position. Mais bon, on avait un résultat. Euh, mais si ça marche pas, c'est qu'il y a une erreur dans la construction. On a vite fait Et d'oublier, parfois, non, je disais parfois on a oublié, enfin parfois on pense avoir groupé, mais on n'a on pas l'a tout pas pris groupé. la zone. Si le truc est derrière en fait et qu'on n'a pas bien sélectionné l'ensemble, on pense avoir groupé, mais en fait c'est pas groupé. Deux méthodes qui peuvent être pour grouper, si vous voulez. La première, vous voyez, en plus des fois on déplace, on croit déplacer avec l'objet du dessus, mais en fin de compte là je déplace les deux objets qui sont encore sélectionnés parce que j'ai juste de les dégrouper. Et je vais déplacer mon cochon. Deux possibilités pour les grouper. Alors, je vais le faire en ne cachant pas. Hein. Mais si vous avez, alors première possibilité très simple, c'est je fais un glisser de la souris et j'ai pas besoin de sélectionner l'ensemble de l'objet pour sélectionner. En fin de compte, là je vais avoir mes trois éléments qui vont être sélectionnés que je peux grouper. Donc c'est une possibilité. Ou ce que je fais des fois, c'est ça. C'est-à-dire que alors je vais pas le mettre le cochon plus loin. Je sélectionne mes deux objets, je les déplace. Sûr, je les ai pas déplacés, mais je les ai réduits. Je les déplace. Donc ils sont en dessous et on voit qu'ils sont encore sélectionnés. Donc je les garde. Et là, avec la touche majuscule, je maintiens appuyé la touche majuscule et je clique sur mon troisième élément qui est mon cochon. C'est-à-dire que j'ai Majuscule ou deux, contrôle? un, majuscule, C'est shift. majuscule ou C'est contrôle? shift. Ouais. Ouais, mais je pense que le contrôle doit marcher peut-être sur Geniali, j'en suis pas sûr, mais vérifiez. Je le fais avec Maj. Donc mes deux objets que j'avais sont encore sélectionnés et j'ajoute un troisième élément qui est mon cochon. Vous pouvez même très bien, hein, ça marche aussi, il n'y a aucun souci. Mes trois éléments sont sélectionnés. Hop. Je peux très bien faire ça, je sélectionne, je groupe. Comme ça, je suis tranquille, et hop, j'ai mon cochon. Alors, comme je viens de les grouper, ils sont sur le dessus.
Mais après, je peux resélectionner mes 3 éléments, en fin de compte. Et mon groupe et mon élément pour faire un nouveau groupe. Ça marche, il n'y a pas de problème. Aucun problème à ce niveau-là. Ok? Ok. Le DNDX, c'est le même principe, je vais peut-être gagner un petit peu de temps, peut-être, je sais pas, ou je vais faire quand même une démonstration rapide. C'est le même principe, c'est-à-dire que le principe d'association, là on n'a pas besoin d'indiquer un nombre, puisqu'en fin de compte ça va être le nombre d'éléments que l'on va prendre. Hop, hop. Je vais peut-être en prendre 3 histoire de changer. Donc j'ai mes 3 cibles, j'ai mes 3 objets qui sont maintenant ici, hop, et il manque mes 3 réactions. Donc au lieu d'avoir un seul A, j'ai 3 feedbacks en fin de compte. Je vais avoir des feedbacks. Donc c'est souvent pour les cases à cocher par exemple, enfin pas les cases à cocher, mais quand vous faites apparaître des coches pour dire la réponse est bonne. Ce qu'on a dans Learning Apps par exemple. Alors ce qui me gêne toujours, c'est que vous pouvez les tester tous, c'est ça le souci, quoi. Vous allez tous les tester et donc obtenir la réponse et à la limite sans regarder la question, répondre à l'exercice, avoir bon à l'exercice, sans avoir cherché vraiment le comment du pourquoi. Bon, je vais prendre des formes, hein, je vais pas me fatiguer, je vais peut-être changer les couleurs histoire de. Hop, premier objet, CTRL-C, CTRL-V 2 fois. Là, je vais mettre une couleur violette, une couleur, je sais pas quoi, rouge, hop, je me garde le gris, je vais faire une autre forme pour les deux cibles, un triangle. Copier-coller. J'ai dit que je changeais la couleur, donc on va mettre le rouge aussi ici, et le violet pour celui-là. Et on va voir les formes, à la limite ça on s'en fout un petit peu. Je ne vais pas mettre de couleurs pour gagner un petit peu de temps. J'ai collé 2 fois, 3 fois d'ailleurs, mais c'est pas grave. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ouais. Pendant que tu finis tes couleurs, je réponds à une question. Enfin, en Vas-y. fait, j'y répondrai après. On demande, est-ce possible d'avoir un feedback final si les 3 feedbacks sont positifs? Alors la réponse est oui. En fait, il faut combiner le DND10 et le DNDX. Et ben, je vais vous montrer juste Juste après un après, ouais. exemple. Voilà. Et on demande, peut-on avoir un seul et même A qui apparaît? Ça, du coup, c'est le C'est DND10. DND10, ouais. Ou alors, ce qu'on peut... excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Ce qu'on pourrait peut-être faire, si je coupe la A1, A2, A3, ça veut dire quoi? Oui, on revient au DND10, hein, mais c'est ça, on pourrait très bien avoir les coches. Ouais, parce que ça serait le même objet. Si je les groupe, normalement, on va tester après. On va revenir au même cas, en fait. Hop, c'est un petit peu long. Bon, théoriquement, on va tester. Donc mes 3 A ont disparu, c'est déjà ça. Si je positionne celui-là, il apparaît. Il reste, donc ça sera modifié, on le fera disparaître quand on le retire. Quand je mets le rouge sur le violet, ça marche pas, mais le rouge sur le rouge, ça marche. Et le violet sur le violet, ça marche. C'est-à-dire que là, on a vraiment les 3 réponses qui sont individualisées et on a un affichage. Si on veut un feedback positif, on va chercher le A du DND10. Mélanie va vous montrer ça sur son exemple à elle. Sur le DND10, on va chercher le A et on va indiquer que là, comme on a 3 objets, on va avoir 3 objets dans mon... donc il faut indiquer x égale 3. Je fais la tentative, je ne sais pas du tout, hein, je m'aventure. Je groupe les 3. Donc j'ai groupé mes 3 machins. Donc théoriquement, ils ne devraient pas apparaître tant que les cibles ne sont pas sélectionnées, je pense. Hop. Ouais, il y a un petit clignotement, voilà, ouais, c'est ce que j'avais vu une fois. Il y a un clignotement parce que ça s'affiche plus, c'est bien 0 à la fin. Mais il faut que les 3 cibles. On fait du DND10 en fin de compte avec mon DNDX. Avec le petit clignotement qu'on a eu juste avant. Ok, je passe à la suite pour aller un peu plus vite. Alors on peut combiner, je m'étais amusé à faire ça pour voir ce que ça donnait, on peut combiner les objets, les A, etc., etc. Donc ici vous avez un objet qui va sur une cible 1
et qui va faire apparaître en fin de compte l'objet suivant, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en démo. Donc la cible 1 fait apparaître l'objet 2, qui sur la cible 2 fait apparaître l'objet 3, etc. Et donc avec des objets réels, enfin des petites images, ça peut donner des petits effets assez marrants. Voilà. Donc on peut combiner, et justement, Mélanie va vous montrer la suite. Bien, super. Alors, je vous montre ici un petit exemple d'activité que j'avais réalisée pour mes élèves de première. C'est une manipulation qu'on fait d'habitude en réel avec des boîtes de pétri, avec des antibiotiques, etc. Donc, enfin, pas des vrais antibiotiques en vrai, hein. Oui, on fait semblant. Mais donc voilà, donc on ne pouvait pas la faire en réel. Donc j'ai simulé la réalisation donc, d'un antibiogramme. Là, je vous ai mis dans l'éditeur, mais je vous montrer ce que ça donne quand on est de l'extérieur. Donc l'idée, en fait, c'est que là, on a 3 pastilles. Et donc des pastilles qu'on va tremper dans les antibiotiques. Du coup, elles vont devenir bleu, vert, rouge. Alors, pour trouver quelle est la bonne cible. Donc là, j'ai une pastille ici qui est trempée, donc je fais apparaître la pastille rouge. Ici, voilà la verte. Et ici, je la trempe donc dans l'antibiotique bleu et donc je fais apparaître la pastille bleue. Et après, l'idée, c'est ces pastilles, je vais les déposer dans la boîte de pétri et j'attends 48 heures et on va voir s'il y a une réaction ou pas. Et donc, vous voyez que quand je pose une pastille, il ne se passe rien. Quand je pose la deuxième pastille, il ne se passe rien non plus. Et quand je pose la troisième pastille, si tout va bien, il y a un bouton qui est apparu qui va me permettre de passer à la diapo suivante. 48 heures passent et j'arrive à la diapo suivante. Et en fait, dans la diapo suivante, il y a juste une petite animation qui fait apparaître ces cercles-là et qui vont être interprétés par les élèves. Ça, c'est le résultat de la manie. Donc, le DND, finalement, il est juste avant. Ah, pardon, je me suis trompée. Donc si je reviens dans ici, donc le DND il est juste avant, avec ici la partie où on fait apparaître. Donc ici on est dans le DND X, puisque à chaque association apparaît quelque chose, donc DND X. Et donc dans cette diapo est aussi associé un DND 10 avec juste 3 objets, mais il faut vraiment que mes 3 associations soient faites pour qu'apparaisse le bouton final. Vous voyez que la combinaison DNDX et DND10. Alors, je voulais un petit peu désosser. Alors, ça, c'est la version où on voit pas grand-chose finalement. Donc, vous voyez quand même bien donc, les 3 premiers objets. En fait, les cibles, elles sont là et en fait, ce sont des rectangles transparents. Donc, moi, je suis très adepte de la transparence et bloquée ici en cadenas. Ici, vous avez les 3 choses qui doivent apparaître quand mes cibles et mes objets ici sont bien fixés. Et puis ici, vous avez en fait 3 petites zones cibles qui sont aussi cadenassées. Et ici, vous avez le bouton apparition. Donc, je voulais désosser un petit peu, puisqu'en fait, il y a 2 manips à faire. Donc, j'ai des copies de cette diapo-là. Donc, en réalité, quand j'enlève la transparence au niveau de mes cibles et mes objets, etc., ben voilà ce qu'on obtient. Alors, la petite subtilité, c'est... tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été détransparisé, je sais pas comment on dit, là j'ai un doute. Donc bref, là ici, il est censé avoir un petit peu plus de choses. Donc la petite subtilité, c'est qu'en fait, la première partie correspond en fait aux 3 derniers chiffres. Au total, il y a 6 associations à faire. Donc les 3 derniers chiffres qui correspondent au DNDX correspondent à la première partie. Donc ici O4 avec C4, O6 avec C6, O5 avec C5. Et donc tout ça, ça fait apparaître ici donc A4, A5 et A6. Donc ici le DNDX. Et associé à ces images donc, qui apparaissent, vous voyez que là il y a un O1. Là, j'ai pas fait apparaître, là il est censé avoir le O3 et là il est censé avoir le O2. Il faut que les retrouve et que j'enlève la transparence. Et en fait, tout ça, c'est associé donc à du DND10 aux étiquettes C1, C2 et C3 qui sont ici et donc qui viennent directement de la diapo DND10. Et donc ici, par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est que bon, bah, le A priori, c'est le même A, Patrice. Je sais plus, j'ai un Excuse-moi. doute. Oui, oui, c'est le A. Oui, alors justement, Voilà. ça permet de répondre à des questions qui sont posées. Ouais. Il y a une personne qui dit que je sais prendre une page réutilisable d'une animation, mais comment on fait pour mettre 2 animations sur la même page? Donc je dis que les objets peuvent être copiés-collés, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien copier le A d'un DND 10 pour le mettre dans un DND Dix, par exemple. En fait, ce que je fais généralement, moi, vous voyez qu'à la fin de mon Geniali, je laisse les diapos DND, etc., je les ai intégrés. Et si j'ai besoin, je vais aller rechercher par copier-coller les différents éléments.
Donc là, c'est une première chose. Donc on peut copier les éléments, copier et coller. Et la deuxième chose qui apparaît d'être très claire chez certains, c'est que, en fin de compte, comment on fait apparaître, enfin, les objets deviennent des A. En fin de compte, l'idée, c'est que vous groupez les A, donc A6. Alors c'est le problème, c'est qu'on les voit pas justement. Mais Attends. si on voit pour le O1 et A4 sont groupés, on le Si, voit. si, 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 Ouais. si. Pour Ah, là, le 1, pour le bleu. j'ai tout Ouais. dégroupé, en fait, hein, donc, Donc on voit pour le après, bleu. Pour le bleu, vous ouais, arrivez à le voir. On voit que O1 est associé à un A4 et à un rond bleu. Donc on peut grouper un A avec un autre objet. Il n'y a pas de souci, ça va j'essaie de marcher. retrouver. Alors, le problème, quand on met de la transparence, c'est qu'après, voilà, il est là, et on a du mal à les retrouver. Donc, pour moi, l'intérêt de la transparence, c'est, bon, soit parce qu'on a un objet déjà qui est un peu transparent et on a du mal à cacher derrière, mais en fait, vous avez sûrement déjà remarqué que les Geniali peuvent être longs à charger parfois, et du coup, les images, les couches apparaissent progressivement, et ben parfois, en fait, le temps que ça charge, on voit des A6, des O1, des O2, etc., et après, c'est masqué par l'image. Donc moi, c'est vraiment pour ça que systématiquement, je mets ces trucs-là transparents. Par contre, après, en effet, quand on veut modifier la diapo, ben, c'est pas forcément toujours facile de retrouver les petits machins transparents. Mais bon, si on a été bien rigoureux, normalement, on sait à peu près où ils sont et on peut les retrouver. Voilà. Après, est-ce que j'explique plus ou est-ce que c'est clair? Je vois pas le chat, hein, là. Non, c'est bon, là, il y a quelqu'un qui disait ça flash quand ça donne la solution, je ne sais pas. Mais j'entends, par contre, il y en a d'autres, c'est l'éditeur de couches. Mais pour les comptes payants, c'est plus simple, j'imagine, mais je sais pas, j'ai pas l'éditeur de couches. Toi, t'as Mais, pas l'éditeur de couches. Alors, moi, c'est vrai que je l'utilise bien souvent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a évidemment un compte soit EduPro, soit au-dessus, en fait, donc quand on va, alors je reviens, hop, quand on clique ici sur la petite roue qui est là, on peut aller dans le mode designer et quand on demande le mode designer, on obtient, là il y était déjà, en fait, on obtient ça. Et ça permet notamment d'avoir tous les éléments et de savoir lequel est au-dessus, lequel est en dessous, lequel est cadenassé. Alors, des fois, c'est quand même pas évident de s'y retrouver, mais c'est quand même bien pratique. Mais en effet, c'est une fonctionnalité pro. Par contre, vous avez ça, je pense, hein. Vous pouvez modifier la largeur, la hauteur, la position. Et c'est vrai que la partie touche. Mais sinon, c'est assez facile quand même de jouer avec cette partie-là ici. Soit on met tout au fond, puis on remonte, soit on met au-dessus, puis on descend. Enfin, voilà. Donc, ces outils-là sont quand même déjà bien pratiques. pour la technique là que Mélanie vous a montré, la seule contrainte réellement, parce que vous pouvez associer ce que vous voulez dans n'importe quel sens, etc. La seule contrainte, c'est qu'en réalité, il faut que les objets que vous utilisez pour le DND10 soient vraiment les premiers de la liste. C'est pour ça qu'elle a pas mis O1, O2, O3 dans l'ordre, si vous voulez. On commence par O6, O4, O5 dans son jeu, puisque le DND10, il commence avec les ronds bleus, les ronds verts et les ronds rouges. On a le 01, 02, 03 à ce moment-là. Enfin, O1, O2, O3 à ce moment-là. J'essaie de vous le refaire rapidement pour voir si j'arrive. Ça, normalement, c'est encore Ah, on ne groupé. m'entend plus, paraît-il. C'est normal? Vous m'entendez? Alors, attends. Si c'est bon. Oui, ok. Moi, je suis perdue. Ah, attendez, je suis sur ma page Ah, Facebook, t'es ça sur va la pas? page Facebook. C'est bien, tu fais une petite page de pub, c'est bien. Oui! Non, non, mais j'essaie de retrouver l'écran du webinaire, je ne le retrouvais pas. Alors, j'étais en train d'essayer de tout réassocier en laissant les trucs visibles pour voir si ça fonctionne. Ça va fonctionner normalement. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne Alors, pas. Tornadège aussi, ouais, je vais recouper tout à l'heure, mais là je coupe pas puisque Mélanie cause. Bien associé, voilà. Je crois que là, c'est bon, je dois avoir tout associé. J'ai peut-être pas cadenassé mes cibles, mais il me semble que tout est bien associé. Donc, je vais tester comme ça. Donc, normalement, quand je mets O4 sur C4, il y a A4 qui apparaît. Quand je mets O5 sur C5, j'ai A5 qui apparaît. Quand je mets O6 sur C6, j'ai bien A6 qui apparaît. Et ensuite, ça, c'est l'objet je saurais jamais, du DND10. 10 Donc, maintenant, ouais. O1 sur le C1, ce O2 là sur le C2 qui est là, bon, qui va passer en dessous, et celui-là ici. Et voilà. Et j'ai bien mon association ici qui est apparue. Ouais, après, tout est une histoire de rendre invisible ou mettre en dessous, tout ce qu'on veut, mais voilà. Ça fonctionne, en tout cas, l'association des deux. Voilà. Alors, il faudrait expliquer pourquoi O1, O2, O3, c'est pas les trois premiers. Alors, je réexplique, et Vas-y. si je suis pas assez clair, Mélanie réexpliquera. En fin de compte, les O1,
O2, O3 sont utilisés pour le DND10. Et le A, il va calculer, c'est une boucle, en fin de compte, il va chercher de 1 à X, en fait. Donc son X, elle a mis 6, elle a pu mettre 3, ça pouvait suffire. Et donc, on a besoin de commencer par le 1, le 2, le 3. Sinon, il y aurait eu un message d'erreur. Alors que le DNDX, les associations visuelles, si vous voulez, le A1, C1, etc., c'est simplement pour pas que vous trompiez, c'est tout, parce qu'en fin de compte, l'ordre n'a pas d'importance du tout. Donc, pour le DNDX, l'ordre n'a pas d'importance. Pour le DND10, l'ordre a une importance. Et donc, c'est pour ça que le O1, O2, O3 sont utilisés, en fin de compte, à la fin. Et c'est vachement important de conserver l'ordre, parce que moi j'ai un collègue justement qui a repris cet antibiogramme et qui voulait mettre 5 antibiotiques, donc du coup avoir au total 10 pastilles. Et en fait, comme il avait un bug sur une pastille, il s'est dit bon bah tant pis, je laisse tomber la pastille 6, je vais lui mettre une pastille 11 à la place. Et en fait non, ça peut pas marcher quoi. Donc il faut vraiment que toutes les associations dans l'ordre de 1, 2, 3, etc. jusqu'au chiffre qui a été mis là soient présentes. Et donc ce petit bloc en fait va tout vérifier dans l'ordre et à la fin, accepter l'apparition ou pas. Donc, Bah, faut vraiment pas sauter un chiffre, quoi. mon objectif, c'est justement de se débarrasser de ça et peut-être même de se débarrasser des différences si j'arrive à faire ce, euh, ce DND qu'on peut multiplier X fois. On n'aura même plus besoin du DND10, du DNDX. X, on pourra faire vraiment ce qu'on veut en multipliant. La difficulté, c'est qu'en fin de compte, il y a quand même une reconnaissance. Le 1 doit être avec le 1, le 2 avec le 2, mais il y a peut-être une autre méthode pour le faire. J'essaierai de le faire à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que tu en as C'est bon pour fini? moi, Ouais. je pense que j'ai fini, à moins qu'il y ait des questions, mais voilà. C'était un exemple tout simple et surtout, je crois que tu l'as mis, hein, dans les exemples de DND, donc voilà, il peut être repris aussi. Mais donc faites attention parce que voilà, le collègue avait eu un souci parce que mes petites étiquettes, O6 et cetera sont transparentes. Donc si vous en loupez une seule, ça va pas marcher. Voilà. Il faut vraiment pas laisser 2 C6 dans la même page ou des choses cachées. On va parler un petit peu du Yux très très rapidement, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Et justement, avec le Yux est apparu la possibilité de dupliquer les objets dans un certain sens. Je me suis amusé à utiliser d'autres fonctionnalités, d'autres possibilités pour multiplier les objets en fait. Et le Yux, il apparaît ici, en fin de compte, j'ai utilisé ici, puisque mon petit personnage que je déplaçais, je ne pouvais le déplacer que dans un seul sens. Je pouvais pas le monter, je pouvais pas le descendre. Ça, c'est grâce au Yux. Alors, c'est quoi le Yux? C'est le Y ou X. En fin de compte, vous avez, ça, je vais le supprimer, vous avez simplement deux objets, deux éléments, H et V, qui sont associés à deux fonctions. Alors ça, vous n'y touchez pas. Vous pouvez même laisser une fonction, même si vous en servez pas. Ça, c'est simplement en démo, pour expliquer en légende. Le H va vous obliger à un déplacement horizontal, le V à un déplacement vertical. Donc si je prends un objet, quel que soit l'objet, un cercle, que je le groupe avec V, alors là, il va falloir que vous me fassiez confiance en fin de compte. En visualisation, je ne vais pas pouvoir le déplacer horizontalement. Je pense que vous le voyez, il vibre un peu parce qu'il revient à sa position. Par contre, je peux le déplacer verticalement sans aucun problème. Et l'avantage ici, que ce soit le H ou le V, je peux dupliquer autant de fois que je veux, que ce soit les groupes, une fois que vous avez fait l'association, ce qui est quand même très pratique à ce niveau-là, ou que ce soit les éléments, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu copier 30 fois mon X, mon H, également avant de grouper. Et ici, ça devrait marcher, c'est-à-dire que tous mes objets, tous mes petits ronds, je ne peux pas les déplacer horizontalement, aucun de ceux-là. Donc ils sont tous en déplacement vertical. Donc ce petit H, ces éléments, je peux les copier, je vais le copier et je vais aller le coller dans une autre page. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait comme déplacement tout à l'heure. On va faire celui-là. Par exemple, mon personnage ici, qui peut être dans l'histoire. Non, je vais peut-être pas prendre, je vais prendre le premier, ce sera plus simple. Cet élément-là, qui peut être déplacé bien sûr vers la cible, mais également de haut en bas, je vais le bloquer, je veux pas qu'il soit déplaçable de haut en bas. Donc je vais coller ici mon petit H qui est là. Hop.
trouve que c'est la difficulté des fois qu'on a, c'est de regrouper et de déplacer les objets. Donc là, mon petit A, je l'ai mis ici. Je vais simplement sélectionner déjà mon groupe, parce que c'est déjà groupé. Je le groupe. Et là, normalement, à cet objet-là, j'ai ajouté, à ce groupe-là, j'ai ajouté la fonctionnalité, la contrainte, en fin de compte, de se déplacer horizontalement. Donc théoriquement, maintenant, celui-là, je peux plus le déplacer. Alors, il vibre beaucoup. C'est bizarre, d'ailleurs. Et par contre, il va se déplacer horizontalement sans aucun problème. Donc on peut coupler comme ça les objets, les éléments, les extensions, simplement par simple copier-coller. J'ai oublié quand même quelque chose. D'ailleurs, je suis étonné que ça marche, ça n'aurait pas dû marcher. Peut-être qu'il le récupère parce qu'il est justement en extérieur de la page. C'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Ce que j'ai oublié, c'est de récupérer les fonctions. Enfin, il faudrait que je récupère au moins cette fonction-là. Je pense que c'est le fait qu'il soit à l'extérieur, la fonction est prise en compte aussi. Donc, ici, je vais le coller. Il vibre quand même beaucoup. Ouais. Ça marche autant. Des questions sur le Yux? On va essayer d'accélérer un petit peu quand même sur ce genre d'outils. Non, pas de questions. Enfin, tu as répondu, je pense, à la question qui avait été posée. D'accord, ok. Hop, le quiz. Le quiz, donc, qui est aussi pas mal utilisé en sachant que il est utilisé souvent pour faire des petits quiz, justement. Mais son but initial, pour moi, c'était surtout de faire un identifiant mot de passe. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure avec la tablette. En fin de compte, là aussi, c'est assez facile. Vous avez des questions à intégrer dans la page. Donc, en toute rigueur, ici, l'ordre n'a pas d'importance. Si, je crois, je me souviens même plus d'ailleurs ce que j'ai fait. Il n'y a pas de boucle théoriquement, donc ça devrait être bon. Voilà, on a plusieurs champs à entrer. Donc, on va dire que c'est des champs donnés à l'utilisateur. Vous avez également, je vais me débarrasser de ça. Hop. Vous avez également deux fonctions qui sont ici. Alors, il y a eu un petit souci à un moment, je ne sais pas pour quelle raison. Ces fonctions n'étaient plus groupées. Et bizarrement, ça ne marchait plus quand mon quiz était intégré à une page qui était dans un Geniali. C'est-à-dire quand on le testait tout seul, ça marchait. Mais si on avait une navigation et que la page était intégrée, bah, le quiz en lui-même ne fonctionnait plus. Donc il suffisait de grouper. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé et je vais vous avouer un petit peu que je ne sais pas exactement pourquoi le groupement change. Enfin, j'imagine quelque chose, mais c'est bon. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai quand même un gros doute par rapport à ça. Donc mes champs, je peux très bien, ça permet de voir d'autres fonctionnalités, les aligner, hop, et même les répartir pour que ça soit à peu près propre. Voilà. J'ai ici mes deux éléments de réponse en cas d'erreur, enfin mes deux feedbacks en cas d'erreur ou en cas de réussite. Je manque d'imagination, on va dire qu'une ampoule, ce sera si c'est bon. Donc, même principe, je groupe. L'autre chimie, des petites engrenages, si c'est pas bon. Je groupe. Donc là, j'ai quasiment tout fait. Le seul truc qui me manque, hop, c'est de modifier mon code. Donc, ça me permet de faire une toute petite parenthèse sur le code quand même. Le code, on peut l'intégrer de deux façons. On peut l'intégrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, par insérer autre. Donc on peut intégrer du code directement dans la page de Geniali de cette façon. Ou on peut l'intégrer également sous forme de boutons. Dans les boutons, l'interactivité va me permettre, ici vous avez le mode HTML, d'entrer du code. Donc je rentrerai pas dans tout le code aujourd'hui. En plus, il est à peu près détaillé, il est un peu expliqué quand même. L'idée étant que vous avez quand même à rentrer trois choses, enfin à rentrer une chose du moins, c'est les variables. Donc on va faire, je sais pas, tati, très original, très pédagogique en plus. Donc voilà, ça sera mes trois réponses dans mes trois champs, Toto, Tata, Titi. Et il y a deux choses qui sont à indiquer aussi. Est-ce que l'ordre a une importance? Est-ce qu'il faut rentrer dans mes champs Toto, Tata, Titi? Ou est-ce que je peux mettre Tata, Titi, Toto?
Alors, si ça existe ça, c'est tout simplement parce que ça a été la première réalisation. En fin de compte, on avait pour un escape game particulier, la collègue voulait récupérer des mots et elle voulait que les gamins puissent les taper dans n'importe quel ordre. Donc j'avais mis ça en place. Et puis la casse, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que ce soit en minuscule ou en majuscule. Donc si vous mettez 0, la casse n'a pas d'importance. Si vous mettez 1, à ce moment-là, il faudra absolument taper en majuscule. Pour l'instant, j'ai pas prévu des réponses alternatives du genre féminin-masculin ou avec ou sans accent, etc. Je pense que ça sera faisable. Pour les 3 réponses, ce qui est important, c'est de garder les guillemets et les virgules. Si vous avez, c'est dommage que j'ai pris je vais en remettre que 2, je vais mettre Toto et Tata. Si je mets que 2 réponses, donc je vais retirer un champ, il faut retirer la virgule, il faut retirer les guillemets aussi. Donc je sauvegarde. Supprimer ma 3e réponse, puisqu'elle n'est pas nécessaire. Je pourrais supprimer tous les champs, d'ailleurs. Et là, théoriquement, j'ai tout. Donc, j'ai mon premier, j'ai bien tout qui a disparu, ça c'est important, hein. J'ai mes réponses, mes feedbacks qui ont disparu. J'ai mes Q1 et Q2 qui ont également disparu. Et je peux mettre, normalement, mes réponses. Donc, si je mets ici, Tutu et Titi, ça ne doit pas marcher. J'ai l'erreur. Si je mets Toto et Tata, et en majuscule, minuscule, tout ce que je veux, normalement ça devrait marcher. Là c'est bon. Ok. Donc comme ça on a un champ, on a la possibilité de faire des petits quiz ou des identifiants mot de passe, etc., etc. L'idée c'était quand même de faire identifier un mot de passe dans le but initial du jeu. Alors, il y a quelqu'un qui a une question. Alors, j'ai répondu à quelques questions. On a répondu à quelques questions dans le chat, hein, donc ça, je pense que ça suffit. Mais par contre, il y a quelqu'un qui demandait qu'elle avait essayé de mixer DND et quiz. C'est-à-dire que le DND aurait voulu que le DND fasse apparaître le quiz et qu'ensuite on puisse répondre au quiz. Est-ce que c'est possible dans une même diapo? Il y a beaucoup d'éléments, donc on va être obligé de les grouper. C'est-à-dire que dans l'apparition, non, le truc qui peut être fait, ça sera avec un on-off. On peut le faire vite fait. Là, je peux le faire vite fait. Hop, on va faire ça comme ça. On va tout réunir. Je vais aller chercher mon DND tout de suite. Avec le on-off. Le off-on plutôt. Non, le on-off. Donc c'est ces deux-là. Et celui-là. Je me retourne à la page. Ça permet de voir en même temps qu'on peut vraiment manipuler les objets entre eux, hein, entre les pages, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, j'ai mon DND qui est là. Cet élément-là, je vais simplement le dégrouper pour pouvoir changer mon image. Vous allez me dire ce que je vais en faire. Hop, un carré. Je vais agrandir. Non, je vais même le faire après. Je vais d'abord changer la couleur. Je veux un carré blanc. Alors, c'est de la bidouille, hein, j'en suis conscient. Mais ça peut être une solution. Je groupe. Donc à partir de là, je pourrais très bien faire un très grand carré qui va venir cacher mon quiz. Donc bien sûr, je le groupe, je le fixe pour pas qu'il puisse bouger. J'ai ici ma cible et mon objet, et théoriquement, comme c'est un on-off, quand je vais survoler mon objet sur ma cible, je fais disparaître mon truc. Et là, à partir de là, j'ai la possibilité de montrer les éléments. J'ai mon quiz qui doit marcher. Ok. Alors, il y a une question. Ah, Si on pardon, voulait tout faire vas-y. apparaître, ça n'aurait pas été possible dans le sens où on aurait été obligé de tout grouper et ça aurait bloqué tout le reste, quoi. Je veux dire, les actions, les éléments perdent leurs actions quand on les groupe. Donc ça n'aurait pas pu marcher. Une question, oui. Oui, donc attends que je la retrouve. Est-il possible, en cas de bonne réponse, le passage à une page précise, enfin, que le passage à une page précise se fasse automatiquement? Alors, de cette manière, non, si vous voulez, ce qu'il faudrait faire, c'est aller chercher, hop, dans mon code, en fin de compte, on donne du code automatiquement. Voilà, les réponses sont là. C'est-à-dire que si c'est bon ou si c'est pas bon, il me rend visible l'un ou invisible l'autre. Et là, en fin de compte, au lieu de dire que il me rend visible le bon, ce que je pourrais faire dans le contraire s'il est pas bon, au lieu de me rendre visible le bon, je pourrais dire href. Enfin, il y a un code qui pourrait dire je vais à telle page, tu affiches telle page. Tu affiches la page avec l'outil qui permet de récupérer la référence de la page. Et ça veut dire qu'il faut rentrer ici dans du code.
Je pourrais très Donc bien c'est proposer des... faisable. Oui, c'est faisable. Oui, 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 tout. Bon, grosso modo, tout est faisable, hein. Sinon, autre question, il y a quelqu'un qui a voulu mettre une apostrophe Ouais. dans un des trucs de quiz et ça n'a pas fonctionné. Alors, ça n'a pas fonctionné avec la toute première version. Et je suis même pas sûr que je l'ai proposée, celle-là. Parce qu'en fin de compte, je m'en suis aperçu aussi. C'est-à-dire que, au lieu de mettre des guillemets, j'avais mis des apostrophes, là. Ce qui marchait aussi. Mais dès que vous mettiez une apostrophe dans la réponse, ça ne marchait plus. Donc il faut vraiment, c'est même pas la peine de prendre la nouvelle version, hein, vous remplacez les apostrophes pour définir les réponses par des guillemets et ça marchera. Il n'y a pas de souci là. Après, il faudra que je trouve un système pour justement proposer deux questions, deux réponses possibles. Je pense qu'avec un pip, je m'arrangerai pour que ça fasse un truc comme ça, c'est-à-dire que j'aurai la possibilité de marquer deux réponses alternatives ici. Dernière chose qui est peut-être importante, c'est que si, parce que c'est une question souvent qui m'est posée, c'est que vous voulez pas ce gros bouton bleu valider, vous voulez autre chose, par exemple une petite image. Oh, un cochon, c'est original. Je vais prendre le petit cochon. Si vous voulez remplacer mon gros bouton par le petit cochon, bah, tout simplement vous allez chercher le code ici, si j'y arrive, hop, éditer mode HTML, vous faites un CTRL A pour tout copier, un CTRL C pour tout coller, enfin tout copier, on va fermer, hop, je vais voir mon petit cochon et je vais mettre l'action, j'ai dit, mettre dans le code du petit cochon. Par mesure de sécurité, lui, je le mets de côté, je le supprime pas, je le supprimerai après et on verra si ça marche tout de suite. Déjà, ça disparaît, c'est que c'est bon signe. Et ça marche. Donc là, je vais pouvoir supprimer mon sauvegarder qui ne sert plus à rien. Est-ce que tu peux remontrer dans le code l'endroit où on met 1 ou 0 pour que l'ordre soit respecté? Et pour la casse? Oui, c'est au tout début. Vous avez vos réponses, la ligne pour les réponses, c'est marqué entrer vos réponses attendues. Ici, vous avez un ordre 1 ou 0, donc tapez 1 si l'ordre des réponses est important, et sinon vous tapez 0, donc là il suffirait de mettre 0. Enfin, on va le faire d'ailleurs. Et la case, si elle est importante à ce moment-là, donc là ça sera des minuscules obligatoirement, vous mettez 1. Je sauvegarde, je teste. Donc là maintenant, on avait Toto Tata, si je fais Tata, Toto, ça doit marcher aussi, c'est ok. Si par contre je mets Tata en majuscule, ça ne marchera pas. La case est importante. Ok, on peut oublier le quiz. Enfin, pas l'oublier, mais passer à autre chose. Je pense que c'est bon. En parallèle, je suis en train de publier l'article avec le génialiste synthèse de Valérie. Comme ça, tout le monde pourra récupérer tout, tout en une fois. D'accord, c'est très bien. Faudra qu'on montre peut-être, parce que c'est vrai qu'on commence pas par ça, c'est dommage, voir comment on peut intégrer un Geniali, comment on le récupère, enfin, parce que peut-être des gens qui ne l'ont pas encore fait. Ben, si tu veux, à la fin, je montre l'article. Enfin, là, je vais Hmm, donner le lien, mais on peut remontrer l'article après. Et puis, d'accord, ok. Dernière chose, donc, pas dernière chose, le CAC. Ça fait déjà une petite heure. Le CAC, donc, est case à cocher, qui est un petit peu la suite, en réalité, du quiz, sauf que c'est des cases à cocher. Donc, le même principe, j'ai peut-être, non, on va pas gagner de temps, malheureusement. Hop, ben, on va associer CAC avec le hockey, comme ça. On va faire une pierre deux coups. Groupe. Donc, même principe, hein, en fin de compte, on va associer deux objets, deux formes, deux textes, ça peut être du texte aussi, ça peut être des images, ça peut être ce que vous voulez. Hop, on va changer un petit peu la forme, histoire de... Ça peut être une de vos images aussi. Hein. Donc les deux objets, vous les groupez aux deux éléments de feedback, erreur ou OK. Vous avez les cases à cocher, donc là, à la limite, on n'a pas besoin de définir quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que vous avez des cases à cocher qui sont bonnes et des cases à cocher qui ne sont pas bonnes, donc les réponses qu'on doit cocher, les réponses qu'on ne doit pas cocher. Pareil, enfin pas pareil, c'est qu'ici en plus on a l'avantage, c'est que ça peut être dupliqué autant de fois qu'on veut. On va raccrocher les cases. Peut-être pas toutes les faire, je vais peut-être en supprimer quelques-unes, comme ça on sera tranquille. Voilà. Donc j'en aurai, pareil, on peut les aligner. Et les répartir. Voilà.
Donc j'ai ici 4 bonnes réponses. On va dire que j'ai 4 mauvaises réponses, 2 mauvaises réponses qu'il ne faut pas. Copier. 2 mauvaises réponses qu'il ne faut pas cocher. Et donc à partir de là, ça doit fonctionner. Également, j'ai aucun paramètre à ajouter, puisqu'en fait, quand il n'y a pas de réponse à choisir, à taper. Par défaut, oui, les zones vertes et les zones rouges disparaissent, heureusement, sinon ça serait pas pratique, hein, ça serait trop facile. Donc à vous, bien sûr, d'ajouter du texte ici pour faire la proposition d'item en fin de compte à cocher. Un tout petit. Hop, j'ai le téléphone en plus qui sonne, décidément. Je sais pas ce qu'il faut. Je suis feignant, hein, j'écris même pas le texte, je prends un truc petit pour que ça rentre dedans. Donc on fait ça bien sûr pour toutes les cases à cocher. Donc ça vous fait des propositions. Et j'ai repéré des petits décalages malheureusement surtout sur Firefox. Je crois que le décalage est inversé sur Chrome, il est un petit peu au-dessus, donc il faut jongler avec les deux, avec la police et la taille de l'écriture. Et donc quand je coche mes différents éléments, là théoriquement j'ai coché une mauvaise réponse, donc je dois avoir mes 4 bonnes réponses, et j'ai la réponse fausse, le feedback faux qui apparaît. Donc j'ai ici ma mauvaise réponse, si je la retire, normalement j'ai l'autre machin qui apparaît, qui me dit que c'est bon. Alors ici c'est très très critiquable, vous avez en fin de compte les scores. Les scores, c'est pas vraiment des scores, c'est les vertes, c'est le nombre de cases vertes qui ont été cochées, le nombre de cases rouges qui ne devraient pas être cochées et qui ne l'ont pas été, en fin de compte, le nombre de bonnes réponses, si vous voulez, pas cochées, de mauvaises réponses pas cochées, et ça, c'est le total. Donc, en fonction de ça, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou pas vous en occuper du tout, hein, vous pouvez simplement vous occuper du feedback. Certains peuvent considérer qu'une bonne réponse, c'est les 6 réponses vertes, donc vous mettez les points là-dessus, ou ça peut être le total, etc., etc. On peut imaginer plein de choses, on peut imaginer des calculs, des pourcentages, même voir des points négatifs, etc. C'est pas prévu pour l'instant, je sais pas si je le ferai, mais on pourrait très bien imaginer de le faire. C'est relativement facile, ça serait dans le calcul à faire de toute façon. Donc voilà, le code, pareil, là vous n'avez pas besoin de rentrer dedans, mais il est ici, il est disponible pour le calcul et l'affichage, si vous voulez. Il y a les tests normalement, il y a les scores, les bons, etc. Pareil, c'est ce code-là qu'il faut copier-coller si vous voulez changer le bouton valider. Quelqu'un demande s'il faut que la réponse rentre dans le petit rectangle ou est-ce que Non, ça... pas du tout, je l'ai fait. Oui, c'est vrai que je l'ai fait parce qu'il y avait du texte à côté, mais vous pouvez... Non, 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 pas du tout. Le texte est complètement indépendant. Hein. Ce qui va être important, c'est la case et la zone rouge, enfin les zones, en fin de compte, le cadrage. C'est-à-dire que j'ai ici ce qu'on appelle le label, toute cette zone-là qui est, on le voit d'ailleurs, enfin vous le distinguez peut-être quand je survole, la case devient bleutée. Et donc si je clique, même ici, ça va marcher, ça va les cocher les cases. Et c'est ce qui m'a été posé comme question assez rapidement, une demande qui a été faite. On m'a dit ouais mais c'est trop petit pour les petits enfants. Donc j'ai fait des cases à cocher qui existent maintenant en trois tailles. Vous pouvez tout à fait choisir celle que vous voulez. Pareil, copier-coller, ça marche. C'est-à-dire que si c'est ces deux-là que vous voulez, on les copie, on va à la page concernante. Quelqu'un demande si ça pose pas problème finalement que le texte soit au-dessus. On va quand même pouvoir cliquer au niveau du On label. clique au-dessus, ouais. Même plus fort. Parce que justement, ça a été mon inquiétude à un moment. Parce que moi, l'idée, c'était dans un escape game, c'était que je puisse... alors, je vais mettre une petite transparence, mais là, je vais mettre mon texte... je vais mettre une zone dessus. Petite G. Voilà. Donc, j'ai bien un objet dessus. Théoriquement, ça devrait bloquer. Hein, Par contre, je crois que le bouton, ça devrait le bloquer, lui. Si je fais la même chose sur le bouton, ça va plus marcher. Ah, quelqu'un qui... Hop, en visuel. Donc ici, je peux plus cliquer sur mon bouton, hein, c'est mon objet qui est sur le dessus, ça va, il bouge. Mais voilà, je peux plus cliquer sur le bouton. Par contre ici, ma case à cocher, elle devait fonctionner normalement. Ah non. Elle marche pas, raté. Alors est-ce que c'est parce que c'était avec le label que j'avais fait? Je sais plus, j'avais réussi à faire un truc. Alors c'est avec le label, ouais, mais il faut que le label soit pas complètement recouvert. Il me semblait que la case à cocher marchait pourtant. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas très très grave. Non, il faut faire attention, faire attention par contre, c'est vrai. Je regarde dans le chat, quelqu'un demande si on peut pas juste agrandir les cases. En fait, ça marche pas, il faut
Non, parce que ouais, c'est des zones qui sont prédéfinies. Si vous agrandissez, alors vous pouvez agrandir la zone, mais ça sera pas la case qui sera agrandie. Vous allez agrandir la zone de contact, en fin de compte, la zone de réaction. Mais la case, elle sera pas agrandie. Ok. C'est vraiment dans le code, dans la création de la case, qu'il faut mettre une échelle plus ou moins grande. Et j'ai même galéré au départ parce qu'en fin de compte, Geniali les cachait. Il fallait que je rajoute quelque chose, automatiquement il cache les cases à cocher. Il doit les utiliser ailleurs, et les cases à cocher étaient invisibles en fait. Ok. Il y a quelqu'un qui a groupé aussi les cases à cocher, ça pose pas de problème. Et ça peut pas, c'est formidable. J'avais même pas testé ça. Justement, je me suis demandé si en groupant, c'était pas ça qu'il fallait, ouais. C'est peut-être le groupe que j'ai essayé, parce que je me suis dit, mais si je veux grouper mon label avec, enfin mon texte avec ma case, oui, ça marche. Donc on peut les grouper, oui. On peut les grouper. Ça peut. Quelqu'un demande si ça marche bien sur téléphone et tablette. J'avoue que j'ai pas trop testé, parce que je trouve que Geniali pour tablette et téléphone, c'est pas le pied. Euh, mais peut-être, je sais pas, à voir, à tester. Ce qu'il faudrait, c'est ce que je me disais, si vraiment on développe pour des quiz, etc., c'est faire peut-être un format vraiment téléphone et tablette, un format vertical, on pourrait très bien le faire. D'ailleurs, vous pouvez très bien le copier-coller et l'insérer, je pense, dans un modèle vertical. C'est peut-être pas un Geniali horizontal comme celui-ci. Sinon, après, les gens se répondent les uns les autres, donc c'est parfait. C'est formidable. Alors le cruise, alors je sais pas le cruise, je sais pas s'il est mal passé ou quoi, ou c'est peut-être ma page d'accueil qui est pas terrible. Un peu craignos, mais le cruise, en fin de compte, c'est des cases à cocher un peu particulières. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas la petite case à cocher. En fin de compte, quand vous cliquez sur un groupe, sur un objet, et sur un label, en fin de compte, et vous allez faire apparaître l'objet qui est au-dessus. Attends, on entend taper chez toi, je pense que c'est chez toi, non? C'est les ouvriers, oui, je suis désolé. Eh oui. Donc oui, alors je me rapproche du micro, donc vous avez la possibilité. J'ai dû déplacer, ouais, j'ai déplacé une case, j'ai pas dû les figer celle-là. D'ailleurs, c'est bon à savoir, parce qu'il faudra que je le corrige. Mais donc, le cruise, c'est le même principe que les cases à cocher, sauf, on va le voir tout de suite, c'est la page suivante. Toc. Hop, je vais le faire directement, et puis je vais vous montrer un exemple concret. Sauf que la case à cocher, je l'ai volontairement fait disparaître, que j'ai donné une forme carrée, mais on peut normalement la déformer aussi à à ma zone de repère, et qu'en réalité, ce que je vais, c'est pour ça que ça me surprend que tout le groupe, si je groupe tout ça, il va falloir que vous vérifiez quand même. Normalement, quand je clique dessus, c'est lui que je fais apparaître. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça marche plus. Donc, il faut qu'il soit plus petit que... J'étais persuadé que ça marchait quand même. En fin de compte, c'est l'objet, c'est le groupe que je fais apparaître. Je fais apparaître l'objet qui est sur ma zone, qui est dans ma zone en fait. Alors je peux le mettre en dessous, hein, puisque ma zone est invisible. En dessous. Faire la même chose, je vais le faire plus grand. Ah, bah il est bien en dessous, là c'est bien. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire quelque chose de très grand. Ah, je vais faire ma zone ici, il est dedans. Je vais grouper. Donc théoriquement, si je clique, alors il faudra un repère bien sûr. Hein. Et si je clique, je vais me bouger, hop, ça devrait faire apparaître mon cercle. Mais bon, je suis un peu nul là, parce que c'est pas du tout ce que je fais. Je sais pas où je suis perdu. Mais il devrait apparaître. Hein. Bon, bah tant pis, il n'apparaîtra pas. Je vais faire inverser. On va mettre une petite croix, on va mettre un tout petit. On va voir tout de suite avec celui-là, parce que ça n'est pas normal. Alors l'idée, c'est qu'en fin de compte, c'est pour faire afficher des éléments, des croix par exemple, bah, dans une case. Une case en dessous pour que ça me fasse une zone de repère, on va dire. Par exemple dans des cases, mais j'imagine bien dans un... Alors je l'ai pas fait encore, je l'ai pas testé. Mais dans un escape game, on pourrait très bien imaginer que le... Comment dire que... Bah, faire apparaître des objets à des endroits, par exemple, ça pourrait être une porte qui est fermée, quand on clique dessus, on a automatiquement la porte qui s'ouvre, sans se prendre la tête à faire une nouvelle diapo ou quoi que ce soit. Ce serait simplement l'image de la porte ouverte qui s'ouvre.
Donc là, généralement, je devrais, en cliquant ici, je devrais pouvoir... Ah bah, il veut pas, il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais revoir, je vais réfléchir à ma question. Ah non, c'est parce que je l'ai mis dessus, je suis bête. Ah là là. Hop. Voilà. Donc ça me permet de cocher ou de décocher ou de cocher une case, par exemple. Donc ça a été le cas ici, c'est une collègue, Caroline, qui a fait quelque chose. Alors, elle voulait le faire en drag and drop au départ, et avec le drag and drop, le problème, c'est qu'on avait un instrument qui pouvait aller sur différentes lignes. Donc l'idée était, c'était assez complexe à réaliser. En sachant donc qu'on avait fini par faire, c'était que chaque ligne apparaissait sur chaque page, donc elle avait fait 3 pages, son exercice était divisé en 3 pages. Et là, j'ai pensé un petit peu à elle quand j'ai fait le cruise, je me suis dit, ben, ça pourrait être utilisé pour son exemple là. Vous voyez tout de suite, vous avez les réponses en fin de compte, hein, les réponses vertes, ça correspond aux réponses à chacune des lignes, donc c'est des morceaux à écouter et il faut retrouver les morceaux correspondants. Donc dans la première ligne, j'ai la clarinette et le saxo, dans la deuxième, c'est la clarinette, le piano et la trompette. Et donc l'idée, c'est que quand on clique sur les cases, on a les instruments qui apparaissent, donc quelle que soit la ligne, ils apparaissent, mais par contre on va avoir des réponses qui sont bonnes ou des réponses qui sont pas bonnes. Donc de mémoire, piano, hop, machin, trombone, saxo, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, j'ai bon. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'en fin de compte, vous avez des crous un petit peu partout, des cases à cocher un peu partout, et quand vous cliquez dessus, vous faites apparaître l'instrument de musique qui correspond à la ligne, enfin plutôt à la colonne, et ce sont les couleurs qui vont dire si la réponse est bonne ou elle n'est pas bonne. Ok? Question? Oui, j'étais en train de dire. Donc, il y a des personnes qui s'en vont, il n'y a pas de souci, bien sûr. Hein, si vous partez quand vous voulez. Ça fait déjà 1h30, ouais, on Ah, avait déjà promis. 1h30. Hein. Et puis, alors, il y a quelques questions. Donc, les couches sont importantes a priori. L'objet doit être au-dessus ou en dessous du cadre. Le cadre, il faut vraiment qu'il soit en dessous, parce que c'est ce qui s'est passé ici. Mon cadre, quand je l'ai ajouté après, donc il était sur le dessus, donc je pouvais plus cliquer sur ma zone interactive en dessous. L'idée, si vous voulez, c'est que vous avez une image de tableau. Vous faites une image de tableau et c'est dans le tableau que vous allez cliquer sur, vous allez ajouter votre cruise en fait compte. Vous passez à autre chose. Alors je voulais pas le présenter, mais je crois que ça a été demandé par Muriel. Je crois que c'est Muriel qui m'a demandé le FlipX, etc. FlipX, FlipY, c'est le flip en fait compte. C'est simplement, j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui disait oui, j'ai téléchargé mes images, mais elles sont inversées. Enfin bref, des fois ça peut arriver. Le fichier que vous avez, il est inversé quand vous l'importez sur une plateforme en ligne, par exemple. Et donc, c'est vrai que dans Geniali, il n'y a pas cette possibilité de faire un retournement. Je me suis dit, c'est vraiment tout bête. Et donc, vous avez 2 fonctions avec FlipX et FlipY. Donc, je sais pas si tout le monde... Parce que j'ai l'impression que la difficulté, c'est que on n'est pas tous matheux. Et donc là, vous avez l'axe X et ici, hop, l'axe Y. Donc, pas très vertical, mais tant pis. Le vert, c'est mon Y. Hop, on va regarder ce vert-là. Pastel. Et le rouge, c'est mon X. Donc ça veut dire que si je mets le flip X, je vais retourner cette image-là horizontalement. Et si je mets le flip Y, je vais retourner mon image verticalement. Donc il suffit d'associer, je vais vous faire une petite démo après, d'associer ces éléments-là qu'on peut dupliquer autant de fois qu'on veut à l'image qu'on veut retourner. Garder les fonctions, bien sûr, hein, si vous changez de page, hein, gardez les fonctions. Et quand on met prévisualisation, visualisation, les images sont automatiquement inversées. Alors sur le moment, quand j'ai vu le problème, je me suis dit, bon, je vais le faire, je l'ai plus fait par défi, par jeu, mais en fin de compte, je me suis retrouvé l'autre fois avec un cas précis, justement, parce qu'en fin de compte, j'avais ces 2 images-là, qui viennent de Geniali, mais ce que je voulais, c'était ce pouce-là dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le haut, mais avec le bras vers la droite. Donc je me suis dit, bah, je le retourne, mais si vous le retournez, qu'est-ce qui se passe? Et il est plus bon, le truc. Donc ce que je fais, tout simplement, j'ai, hop,
repositionné là. J'ai récupéré mon FlipX ou une copie de mon FlipX, CTRL-C, CTRL-V, que j'ai associé. Alors bien sûr, on le cache derrière, on le rend invisible, que j'ai groupé. Je positionne mon image telle qu'elle devrait apparaître, c'est-à-dire que ici, cet angle-là va se retrouver ici dans la partie inférieure droite de mon image, et normalement, ça devrait marcher. Magique. Okay. En sachant que j'avais même prévu des fois de retourner l'image, enfin de la faire tourner, etc., mais puisqu'on a cette fonctionnalité-là, ce n'est pas nécessaire. Et on pourrait très bien imaginer, si vous avez besoin un jour, je sais pas, rendre la couleur noir et blanc, enfin, il y a 36 000 choses qu'on peut faire de cette façon-là. Et sérieusement, là, le code, je crois que je l'ai pas donné, mais aussi peut-être. Mais il est très très simple puisque c'est du style, quoi. C'est-à-dire qu'on dit à l'image, ben tu es avec une échelle -1, y-1 ou x-1, et donc ça la retourne tout simplement automatiquement. Alors moi j'ai communiqué ça à Johanna de Geniali, donc j'espère que dans une prochaine mise à jour de Geniali, ils l'intégreront. Hein, Ouais, je comprends pas. c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir tous ces petits outils-là, comme tu disais aussi en noir et blanc par exemple. Ça pourrait être bien sympa. Tout à fait. Alors le RND, donc pour la petite, j'ai recherché, mais tardivement a posteriori, la signification de RND, et c'est rassemblement, je sais plus quoi. Enfin, je me suis dit merde, j'en peux pas dû prendre ce nom, mais en réalité c'est le code utilisé en basique pour justement le côté pour avoir un nombre en hasard. C'était RND, enfin quand je faisais du basique à l'époque, c'était RND quelque chose. Et donc là, le principe, c'est tout simplement pour avoir du hasard. Donc quand je clique ici, j'ai fait un petit dé, mais ça peut être tout à fait autre chose qu'un petit dé. Vous avez un ensemble d'images, et ces images sont tirées au hasard à chaque fois que l'on clique. Alors comment ça marche? Vous avez un bouton hasard, enfin pas un bouton, une option, une fonctionnalité hasard, qu'on peut dupliquer autant de fois qu'on veut. Donc pour mon dé, je l'ai dupliqué, je l'ai fait 6 fois. Je vais faire que 3. Alors bien sûr, plus il y en a, mieux c'est, hein, parce que plus le hasard est important. Je sais pas si le hasard est important. Plus on a des choix, en fait. Donc pareil, même principe, je groupe. Hop. Vous avez une fonction qui est cache, qui vous permet en fin de compte de cacher au départ vos objets. Si vous voulez pas que les objets soient cachés, par exemple pour le dé, vous voulez que ça soit la face, la première face, il suffit de supprimer cette fonction et ça marche. Hein. Je veux dire, c'est simplement pour cacher les objets de départ. Et vous avez deux boutons, deux fonctions possibles. Une fonction qui vous fait un tirage au hasard une fois, enfin sans chichi, on va dire, et le suspense, ça vous fait une petite rotation des éléments entre eux. Donc on va voir tout de suite le résultat. Tirage, ça m'en prend un au hasard une fois, alors que l'autre, il va vous chercher, vous avez une sorte de tirage, ça fait chercher 20 fois, il vous dit c'est pas celui-là, pour afficher le résultat final. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais enfin c'est prévu, mais c'est pas réalisé. L'idée, ça serait pour ceux qui veulent faire un tirage de cartes, par exemple, de peut-être retirer de la pioche la carte qui a déjà été sélectionnée, donc ou même si c'est un tirage de verbes irréguliers ou de formules à trouver. L'idée, ça serait une fois qu'elle est passée, que l'option est passée, on la revoit plus dans le tirage. Ça va être faisable assez facilement aussi. J'ai pas encore réfléchi trop, mais ça va être faisable. Alors très rapidement, on m'a demandé, enfin c'est même pas histoire qu'on m'a demandé, mais j'ai vu Charlie Rollo qui avait fait un exemple avec une story, alors c'est pas box et cube, donc un cube à histoire où on retourne en fait 4 cubes successifs pour obtenir un personnage, un lieu, etc. Et les enfants, les élèves construisent une histoire à partir de ces 4 éléments. Et lui, ce qu'il avait fait, il avait utilisé en réalité 4 Geniali qu'il avait groupés dans un seul. Je dis, oh là, attends, stop, si tu veux, je t'en fais 4. Bon, sur le coup, comme j'étais lancé, j'en ai fait 10. Mais voilà, on a la version d'IRND, en fin de compte, on peut faire 10 hasards successifs différents.
Pour le D, je l'ai pas dit. Pour le D, j'ai simplement ajouté le bouton suspense que j'ai mis en transparence par-dessus le D, et c'est lui qui déclenche la visibilité du lancement du dé. Voilà. Donc, tout ce que je dirais sur le RND, à vous de tester. Pas de questions. Je t'ai entendu taper, donc j'imagine que tu as répondu. Non, non, enfin, j'ai répondu, j'ai donné un lien, des choses comme ça. Donc, pas de questions a priori. Juste des Ok. génial, merci. Merci, ils sont bons. Ah, ouais. Ils sont gentils, ils sont gentils. Je vais finir avec, ça va être rapide aussi, on va bientôt finir, de toute façon, on peut presque maintenir Ah, notre 1 heure et demie. attends, il y a une question quand même. Ah, Et on peut associer la réponse au tirage pour une interrogation. oui, 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 oui. Associer la réponse. Et qu'est-ce que vous entendez? Non, bah non, c'est pas ce que je voulais. Non, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas la question. Ah, je sais pas, peut-être la personne peut préciser. Alors après, elle me l'a envoyé en privé. Est-ce qu'on peut associer la réponse au tirage? Je ne sais pas. En fait, du coup, ouais. Si on tire un verbe irrégulier. Ah, avoir après les réponses. On pourrait très bien imaginer que chaque, bah, on pourrait le faire là, hein, dans une fenêtre. Je prends le truc le plus simple, hein, mais on pourrait très bien imaginer autre méthode, mais le truc déjà le plus simple, c'est que vous avez la réponse. C'est-à-dire que, je le fais pour tous, comme ça vous aurez vraiment la situation. Ou au survol, on devrait plutôt faire une étiquette. Je connais bien mes verbes irréguliers, hein, ça se voit. Ah, ok. Regardez, celui-là, je vais le transformer en étiquette, puisque j'ai tous fait en étiquette. Et donc, on peut très bien ici avoir le verbe irrégulier, hop, suspense, lequel il faut faire. Ah, c'est celui-là. Il y a un gamin qui donne sa réponse et on affiche le résultat. Tout à fait faisable de cette façon-là. Après, on peut très bien imaginer que c'est un clic, que ce clic fait apparaître, ça peut être une case à cocher, un cruise qui va faire apparaître autre chose ailleurs. Enfin voilà, on peut combiner après, pas à l'abri des bidouilles, mais que ça marche pas, mais qu'on obtienne des résultats un peu bizarres, mais voilà, c'est faisable. On a répondu à la question? Oui, apparemment oui. Ok. Luxor, qui était tout simplement plus du code qu'autre chose, mais très rapidement on a transformé ça, enfin j'ai transformé ça en outil, mais je suis même pas satisfait vraiment de l'outil. Je sais pas si j'ai tout mis dedans d'ailleurs, je crois que j'ai même pas fait le lien, donc je vous laisserai aller voir. Je suis pas satisfait par l'outil parce qu'en fin de compte, je me demande si l'outil ne complique pas les choses en réalité, puisque il faut quand même taper un code pour récupérer le lien de l'image, et j'ai fait des boutons automatiquement. Alors que dans Luxor, c'est du code à copier-coller. Bon, les deux existent, vous irez vous amuser avec. L'idée, et là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le son que je n'utilisais pas en fait. Il a été demandé encore hier soir, là ce matin j'ai mis la réponse, je l'ai ajouté au Luxor. C'était moi, je veux déclencher mon son à partir de tant de secondes. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. En fin de compte, avec un petit script, c'est tout à fait faisable. Donc là, vous avez les deux. Vous avez Audio et Luxor. Je dirais simplement qu'une seule chose. Alors, Mélanie me disait que c'était déjà le cas avant avec l'ancienne version. Je me suis aperçu que un lecteur son qui était à l'extérieur de la page, mais vraiment à l'extérieur, hein, si vous débordez un petit peu, c'est foutu, il appartient à la page. Ou si vous le groupez avec un objet, il appartient à la page aussi. Un son à l'extérieur est valable pour tout le diaporama. Et par contre, si votre diaporama, votre lecteur est à l'intérieur de la page, il ne marchera que dans la page. Par contre, moi, ça a été mon souci, c'est que dans mon audio, j'avais mis les mêmes noms, et donc il y avait un conflit entre les deux. Je vais passer à la page suivante parce que là, j'ai le son qui se lance, c'est assez pénible. Donc, j'ai repéré ça, c'est que ce qui était à l'extérieur était valable pour tout le diaporama, tout Geniali, alors qu'à l'intérieur d'une page, c'est valable qu'à sur la page uniquement. Et justement, ça va me permettre de faire une toute petite parenthèse. On fera, ça fait une semaine que je l'ai promis, mais Attends, il y a quand même vas-y, une vas-y. question. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à commander le son avec les boutons, pour audio. Ah bon? Ouais, je sais pas. Et en fait, le son se déclenche et elle ne peut pas l'arrêter. Alors, elle s'est pas trompée de bouton, hein?
Je sais pas. Je vais aller chercher tout de suite. Je vais aller voir tout de suite. Alors, le souci qu'on peut avoir avec le son, ça peut être que... Hop, je vais chercher toutes les pages, comme ça on sera tranquille. Ces trois-là. Je sais plus lequel c'est. Normalement, ça devrait marcher, c'est-à-dire que si je mets un fichier son, alors j'ai pas de fichier son sous la main, ça fait dommage, je dois avoir un exemple quelque part. On va préparer le coup, Non, c'est l'exemple, il est là. Un exemple ici. Bon, là, moi, faites-moi confiance, je l'entends dans mes oreilles, ça va me perturber, mais j'ai ici donc bien un objet avec le fichier son que j'ai ajouté, qui est en dessous. Ah, oui, je crois savoir ce qui se passe. Ah, et j'ai pas fixé en plus. Attendez, j'arrête parce que là, hop là, je vais couper le son parce que c'est quand même insupportable. Oui, ce qui peut se passer, c'est ce qui m'arrive là actuellement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, mon son se déclenche dans l'éditeur. Donc quand je le mets en visualisation, en prévisualisation, j'ai encore le son de l'éditeur. Donc j'ai beau appuyer sur tous les boutons que je veux, il ne s'arrête pas. Donc je pense que c'est ça qui est arrivé à la collègue. Oui, ça apparemment c'est ça. Dans ce cas-là, en fait, il faut cliquer sur Prêt et vraiment visualiser de l'extérieur Voilà, de l'extérieur. le Et là, Geniali. je sais pas si vous voyez mon onglet en haut, si peut-être. Oui, si Ouais, on ben voit. là j'ai coupé parce que sinon le son il continue. D'ailleurs on voit, hein, ça tourne ici. Je suis à 1,19, 1,20. Et là j'ai coupé le son parce que sinon j'aurais le son perpétuellement dans mes oreilles. Donc là l'idée c'est faire prêt et d'aller voir ce qui se passe dans le prêt. Alors je pourrais m'arranger à faire une petite commande pour pas que ça s'affiche, enfin que ça fonctionne dans l'éditeur. C'est faisable aussi. Hein. Je pourrais le faire tout à fait. Mais je l'ai pas fait. C'est une erreur. Je C'est pas pourrais le grave. faire. Si c'est grave, puisqu'il y a des gens qui comprennent pas que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Non, mais de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on a. Oui. Pareil, donc là j'ai mis des couleurs différentes. J'ai mis un blanc et un rouge. C'est Alors, bizarre. quelqu'un demande, est-ce que c'est pour mettre un son sur toute la durée du Geniali ou sur une page uniquement? Ben Ça dépend de justement, la position de ton lecteur, quoi. tout à fait. Ça Et j'ai fait deux lecteurs différents avec des couleurs différentes pour bien les distinguer parce que justement le souci que j'avais c'était que si je mettais celui-là là-haut et que je mettais le même type de lecteur dans la page, dans une autre page, bah, je me retrouvais avec les deux. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer le morceau qu'il voulait, il lançait également le morceau en continu. Quoi. Enfin, c'était donc j'ai vraiment fait deux lecteurs. Ils ont aucune, si vous voulez, aucune. Il n'y en a aucun des deux qui soit prioritaire sur l'autre. Hein. Je pourrais mettre le bleu, le blanc en haut et le rouge en haut, en bas. C'est pareil, ils sont identiques. Mais disons qu'il y en a un qui va être un lecteur de fond. Par contre, ces boutons vont marcher qu'avec le lecteur rouge, tous ceux qui sont en rouge. Et ici, les boutons noirs vont marcher qu'avec le lecteur qui est noir avec une bordure blanche. Donc Quelqu'un j'ai Non, vas-y. distingué les deux, mais c'est vraiment qu'un petit détail pour éviter ces conflits. Enfin. Quelqu'un demande si on peut faire en sorte qu'un son s'arrête automatiquement lors du lancement d'une vidéo et redémarre à la fin de la vidéo. Tout est possible. Faut laisser Euh, Patrice dormir aussi. Non, c'est alors, lui tout seul qui décide de faire ça. Alors au lancement, ça sera pas. Alors si c'est un autoplay, non, ça peut être. Enfin si c'est un autoplay, c'est que ça se lance dès qu'on ouvre la page, donc ça peut être. On peut l'arrêter au bout de la page et on peut déclencher le son au bout d'un certain temps. C'est-à-dire on calcule en fonction de la vidéo. Par contre, on pourrait très bien imaginer ce que j'ai fait avec le son, avec les boutons ici, hein, qui sont simplement les boutons du lecteur mais qui sont décentralisés. Ces boutons de contrôle, ça peut être des boutons de vidéo. Et on pourrait très bien imaginer d'avoir une vidéo que je contrôle avec des boutons, mais ces boutons vont également contrôler le son. Si vous voulez, c'est un petit peu le souci, c'est-à-dire qu'on arrive à la limite des extensions des outils clés en main, c'est que ils sont utiles pour un large public, on va dire, et que après dans les spécificités, il faut coder spécifiquement. Quoi.
Sauf si vraiment j'ai 50 demandes qui me disent je pourrais avoir une vidéo où quand la vidéo s'arrête, le son reprend. Voilà, c'est des trucs très particuliers, quoi. Mais c'est faisable, tout est faisable, tout à fait faisable. Et ma crainte, si vous voulez, et ça sera le sujet de la prochaine fois quand on fera un petit peu de code, de script, ma crainte, c'est justement ça, c'est que les gens seront malgré tout déçus parce qu'on va expliquer un peu le principe, mais j'ai pas l'intention de vous apprendre le JavaScript. Moi-même, quand je sais qu'il y a des choses qui sont possibles, mais en règle générale, je vais chercher la commande qui va bien dans Google pour vraiment avoir l'écriture de la commande, quoi. Voilà. Donc là, ça, je vous dis, c'est faisable. Je vous le ferai pas en 5 minutes maintenant, mais je sais que c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de Donc souci. pour ceux qui sont traumatisés par le script, hein, c'est pour ça qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais du coup, on a prévu en effet de faire une série de petits webinaires, on n'a pas encore fixé la date, où justement l'idée ce sera de vous expliquer certaines choses. Donc, certains n'en ont pas du tout envie et ça se comprend, du coup, Tout à voilà, fait. on mélange pas les deux webinaires en fait finalement. Et par contre, ceux qui ont envie d'essayer de comprendre ou qui connaissent déjà et qui ont envie de développer encore plus, je pense que ça les intéressera plus d'avoir un webinaire spécifique sur le script. Oui, juste on utilise. Mais bon, voilà, ça peut être pas mal d'avoir une petite idée du script pour être capable de changer. Par exemple, un truc tout bête, on me demandait est-ce que je peux dupliquer A, par exemple. Bah, ah non, mais par contre, vous pouvez très bien dupliquer le code qui va créer le A et simplement changer le nom de ce A, quoi. C'est-à-dire que si vous avez compris ce que c'était qu'un identifiant, l'idée, ça sera ça. C'est je sais ce que c'est qu'un identifiant, je modifie l'identifiant, donc j'ai un nouvel objet qui peut fonctionner en autonomie par rapport à l'autre. Et voilà, j'ai pas besoin je peux me débrouiller en changeant quelques petits trucs. Mais j'ai vu, je crois que c'est Gaëtan qui a dit qu'il y a des tutoriels pour apprendre le JavaScript. Oui, il y a des tutoriels, mais en fin de compte, il y a tellement de choses qui sont sur lesquelles on peut faire des erreurs. Moi-même, moi-même, je me considère pas du tout comme un expert et comme un développeur, hein, je bidouille, mais ça m'arrive très souvent de faire du code qui ne marche pas dans Geniali. Et j'incrimine, en fin de compte, Geniali, je dis, ah, tiens, il accepte pas ça. Puis en fin de compte, en recherchant un peu dans mon code, je m'aperçois que j'ai fait une erreur, quoi. Et la recherche de l'erreur, il faut quand même avoir un peu de bagage, un peu de bouteille pour vraiment maîtriser le truc, quoi. Et sérieusement, le plus gros du travail ici, ça a été de comprendre comment fonctionnait Geniali. Pourquoi, on va le voir ici, là, je l'ai fait tout à l'heure, pourquoi quand j'ai inscrit nombre, machin, etc., j'avais d'abord marqué nombre, ça marchait pas, il me le refusait. Je sais pas pour quelle raison, parce que j'avais peut-être fait un script une fois que j'avais supprimé le compte. Je me suis aperçu qu'en laissant script et script, enfin simplement des balises vides hein, qui servent strictement à rien. En HTML, ça sert strictement à rien. Mais ça permet d'être accepté par Geniali. En temps normal, ça ne devrait pas l'être. Là, si je fais insérer, il m'insère, il n'y a pas de problème, il me met mon petit chiffre 2. Okay, si je supprime simplement ça qui n'a pas de raison d'être, hein, ça n'a pas lieu d'être dans une page HTML, je fais insérer, il me dit qu'il ne peut pas. Contenu introuvable, il ne peut pas l'insérer. Donc le gros du travail dans le script, ça a été ça, en fin de compte, de comprendre comment marche Geniali. Et vous verrez si vous venez au webinaire qui n'est pas encore organisé, de comprendre comment j'ai pu aussi, quand j'ai ajouté un objet, quand j'ai associé un objet, aller chercher dans le code comment c'était organisé, ça a été aussi un peu une galère, quoi. Ça a été un peu, j'ai passé le gros de mon temps ici. Et maintenant, plus gros de mon temps, c'est justement ça, c'est-à-dire que c'est les variables. Parce que, alors je sais pas si vous avez tous été le voir, donc je vais peut-être aller le voir, vous le montrer maintenant. La semaine dernière, c'était en exclusivité, c'était celui-là, je vous montrerai un petit peu l'autre. Et là, on va faire un article dessus pour expliquer. Et pour tout vous dire, la version que je vous montre par rapport à enfin, il va falloir que je l'améliore parce que j'ai trouvé qu'il y avait une façon de le simplifier, ce truc-là. Donc, hop, je vais mettre simplement en mode je sais pas pourquoi j'ai rajouté un carré blanc il y a peu de temps. C'est moi qui fais une bêtise. C'est pas grave. Hop. En fin de compte, ici, vous allez chez différents commerçants, vous avez un panier vide, et vous allez voir que vous avez certains éléments, comme le citron. Par exemple, je peux cliquer sur le citron et l'ajouter à mon panier ou à côté du panier. Pareil, chez le boulanger, il y a une case blanche qu'il faut que je le supprime. J'ai une orange, je vais mettre la orange. Donc, je peux faire mon panier comme ça, et mon panier, en fin de compte, il va suivre mes pages. Quand je change de page, j'ai tout simplement mes objets qui me suivent.
Et je peux très bien, par exemple, l'orange a l'air d'être ici, je vais déposer l'orange ici, et elle va disparaître dans mon panier. Je vais par contre récupérer un cookies. Si je reviens en arrière, j'ai toujours mon cookies et mon citron, et je vais pouvoir déposer mon cookie ici. Donc là, vraiment par rapport à ceux qui veulent faire des jeux, on a vraiment l'idée de je récolte des objets, etc., etc. Comment ça fonctionne, hein? Je vais vous le montrer avec l'autre très très rapidement, mais et c'est là le souci, c'est qu'en fin de compte, ça, on va pouvoir un peu l'expliquer. Ça, on va pouvoir faire une petite démonstration, mais après, proposer un outil pour ce principe-là, je me sens un peu en mal, quoi. J'ai peur d'avoir beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est? J'ai ici une variable. Et pour tout vous dire, cette variable-là, je la mettais en fin de compte dans la page au départ. Et quand je la mettais dans la page, elle passait pas d'une page à l'autre. C'est-à-dire que j'étais obligé de faire une copie. Au moment où je passais à la page, je peux copier la variable. Donc je copiais la variable à chacune des pages. Et je me suis rendu compte avec justement Luxor que si ma variable est à l'extérieur, je vous montrerai plus tard ce que c'est que cette variable, si ma variable est à l'extérieur, en fin de compte, elle va être valable pour tout mon Geniali. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'ai ici une petite commande, enfin pas une petite commande, une fonction qui me cherche la variable, et en fonction de la variable, il va me l'afficher ou pas dans la page. Donc ici, je n'ai que la page avec les cookies, hein, c'est que l'exercice avec les cookies, mais j'ai une page qui me dit, enfin j'ai une fonction qui me dit si c'est 3, à ce moment-là tu ne l'affiches ni là, ni là. Si je mets en prévisualisation, mon cookie il a disparu, et du panier, et de mon étal. Par contre, 3 signifie qu'il est en page 3. Si je vais en page 3, bon, vous voyez, j'ai plus ma variable, mais en fin de compte, elle est valable. Là, ça va pas marcher ici, mais ça devrait marcher si je suis, qui est, hein, il est là. Par contre, si, ça marche en plus, c'est formidable, ça marche. Le cookies est là, mais il n'est pas dans mon panier. Si je le prends, en fin de compte, j'ai une fonction qui me dit que il est dans le panier. Ma valeur va changer, elle devient 0. Et quand je change de page, il me dit, ma valeur est 0. Donc c'est pour ça qu'il est dans le panier, parce que c'est 0. Il n'est pas dans la page 2. Et en page 1, il est dans le panier alors qu'il n'y était pas au départ. Quand je clique dessus, je déplace, je dis que celui-là je le cache et celui-là je le fais apparaître. Et en même temps, je change la variable, je dis qu'il est en page 1, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a la possibilité quand même de jongler avec les variables, de faire des modifications. Et c'est pareil, je veux dire, le code, ça vous pourrez y accéder, il n'y a pas de souci. Celui-là, il est pas accessible pour l'instant parce que je ne l'ai pas détaillé, mais je vais le détailler. Mais le code est là et en fin de compte, vous avez tout simplement, quand je clique dessus, je dis que le cookie qui est dans le panier, il devient caché. Le cookie qui est ici va être visible. Et par contre, le contenu de ma variable devient 1. Voilà. C'est l'idée, et sérieusement, c'est de la bidouille, parce qu'en fin de compte, cette variable-là, c'est pas une variable, c'est un texte, un champ texte avec du texte à l'intérieur. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Ouais, Et on va peut-être puis s'arrêter quand même. là, donc, je vous avais redonné hein, le lien vers l'article à un moment donné. Je vais le mettre sur Twitter et sur le Skate Club. Et Là, je puis, mets une adresse où il y a, alors même, je me suis aperçu que si on retirait les plus et les moins, ça marchait aussi. Là, tu fais une rubrique de script, c'est ça? alors c'est pas une rubrique, c'est un mot-clé, ouais, Ah, d'accord. script Geniali, où tous les articles qui sont en lien avec les petites extensions, etc. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler extension. Et comme il y aura le code aussi, en fin de compte, cette adresse-là va guider, va rassembler tous les articles qui sont en lien avec les petits scripts. Ok. Alors, j'ai pas du tout vu Euh, le chat, mais je vois qu'il y a des merci, des bonjours, au revoir. voilà, voilà, les gens sont en train de partir. Ah Donc, ouais. merci beaucoup à vous. Et puis, bravo à Patrice, hein, qui a parlé pendant 2 heures et tout. Mais ça, il Comme sait quoi, faire. il est Ouais. bavard. Il est bavard, hein, même s'il n'a pas une voix qui porte fort. Ah, Et, ah, ça et sera donc, bah, coupé au merci à montage. tous. Oui, non, 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 faut le laisser. Si, si. Euh, donc, merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir été là, vos questions, tout ça. Et puis, bah, on essaie de vous repartager ça le plus rapidement possible. Et donc, le lien que je vous ai partagé dans le chat, ben, je vais le mettre aussi sur Twitter et dans le Skype Club, comme ça, vous y aurez accès. Et puis voilà, merci à tout le monde. Bonne soirée à vous tous. Vous pouvez réactiver vos micros aussi, hein, il n'y a pas de problème. Et donc, bonne soirée tout le monde.